Un fermier voit un enfant manger les restes des porcs et il prend une décision choquante. François Dupont n'avait jamais imaginé que ce jeudi matin changerait complètement le cours de sa vie. L'homme venait de jeter les restes de nourriture au porc quand quelque chose d'étrange attira son attention. C'est alors que ses yeux captèrent un mouvement dans la porcherie. Il y avait un garçon là, agenouillé dans la boue, disputant aux animaux les restes de nourriture qu'il avait lui-même jetés quelques minutes plus tôt. La scène le paralysa. Le garçon, trop maigre pour son âge, ramassait des morceaux de nourriture avariés par terre, les essuyait rapidement sur sa chemise sale et les portait à sa bouche avec désespoir. Ce n'était pas un geste prudent ou honteux, c'était une pure nécessité. François sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Quel âge avait ce garçon? 10 ans, 12 au maximum. Ses vêtements déchirés et couverts de boue semblaient être un uniforme scolaire de ceux que la mairie distribuait. Le fermier fit un pas en avant, mais s'arrêta. Quelque chose lui disait de ne pas s'approcher tout de suite. Le garçon était si concentré à manger qu'il ne remarqua même pas qu'il était observé. L'homme recula lentement et se cacha derrière la cabane à outils. Il devait comprendre cette situation. Comment un enfant en était arrivé là? Où étaient ses parents? Pourquoi personne ne s'occupait de lui? Les questions martelèrent sa tête, tandis qu'il observait le garçon prendre un autre morceau de quelque chose qu'on ne pouvait même pas identifier et l'avaler sans bien mâcher. Après quelques minutes qui semblèrent des heures, le garçon se leva. Il essuya sa bouche avec le dos de sa main et regarda autour de lui avec précaution, comme s'il avait peur d'être découvert. Puis il commença à marcher vers le chemin de terre qui menait hors de la propriété. François prit une décision rapide. Il prit les clés de la vieille camionnette qu'il utilisait pour travailler à la ferme et décida de suivre le garçon. Il maintint une distance suffisante pour ne pas être remarqué, mais assez proche pour ne pas le perdre de vue. L'enfant marchait à pas rapides, comme quelqu'un qui connaissait bien ce trajet. Le chemin était long. Le garçon suivait le chemin de terre, puis coupait par un sentier étroit entre les clôtures, traversait un petit ruisseau presque à sec et continuait sur un terrain pierreux. François dut laisser la camionnette et continuer à pied à un certain moment. Le soleil commençait à chauffer fort, mais le garçon ne s'arrêtait pas. Ils parcoururent près de 3 kilomètres jusqu'à arriver à un endroit que François ne connaissait que de réputation. C'était l'ancien village Saint-Pierre, ou ce qu'il en restait. Il y avait des années, cet endroit abritait des dizaines de familles qui travaillaient dans les plantations de la région. Mais une sécheresse sévère avait tout dévasté 3 ans auparavant. Les gens étaient partis peu à peu, cherchant du travail dans d'autres villes. Le fermier pensait que plus personne ne vivait là. Il se trompait. Le garçon entra dans une baraque au bout de ce qui avait été autrefois une rue. La construction était improvisée, faite de vieilles planches, de morceaux de bâche et de tuiles cassées. Elle semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. François s'approcha avec prudence, gardant une distance sûre, et parvint à entendre des voix à l'intérieur. Une voix faible, celle d'un homme plus âgé, demandait quelque chose. Le garçon répondait qu'il avait trouvé du travail en ramassant des canettes en ville. Il mentait, François le comprit. Le garçon ne voulait pas que quiconque se trouvait à l'intérieur sache la vérité sur l'endroit où il avait trouvé de la nourriture. Le fermier sentit un serrement dans sa poitrine. Il retourna à sa camionnette, la tête pleine de pensées confuses. Qui était cet enfant? Pourquoi traversait-il cela? Et pourquoi quelque chose en lui disait qu'il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il avait vu? Quand il arriva chez lui, il était presque midi. Sophie, sa femme, était sur la véranda. « Tu as tardé aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle. François hésita. Sophie était une femme pratique, qui avait grandi en ville avant de l'épouser. Il avait des opinions bien arrêtées sur tout et ne voyait pas toujours les choses de la même manière que lui. « Rien de grave, j'ai juste dû vérifier les clôtures de la pâturage nord, » mentit-il, mal à l'aise. Elle le regarda avec méfiance, mais n'insista pas. François entra dans la maison en sentant le poids de ce mensonge. Il n'avait pas l'habitude de cacher des choses à sa femme, mais quelque chose lui disait qu'il devait mieux comprendre la situation avant de parler du garçon. Cette nuit-là, il parvint à peine à dormir. L'image du garçon se disputant la nourriture avec les porcs ne quittait pas son esprit. Quand le sommeil vint enfin, il fit des rêves étranges. Il voyait le garçon grandir maigre et malade. Il voyait la cabane s'effondrer.
Il voyait un vieil homme seul en train de pleurer. Le lendemain matin, François se réveilla déterminé. Il devait faire quelque chose. Il prépara un grand panier et le remplit de nourriture. Riz, haricots, pâtes, huile, quelques fruits, du pain. Il chargea le tout dans le pick-up et partit très tôt, avant que Sophie ne se réveille. Il conduisit jusqu'à l'endroit où il avait laissé le véhicule la veille et continua à pied sur le même chemin qu'avait pris le garçon. Cette fois, il fit plus attention aux détails. La piste était bien marquée, signe qu'elle était fréquemment utilisée. Il y avait de petites empreintes dans la terre sèche, certainement celles du garçon. Quand il fut près de la cabane, il s'arrêta. Il ne pouvait pas simplement apparaître là et donner la nourriture. Cela effraierait l'enfant et quiconque vivait avec lui. De plus, il avait appris au fil des années que tout le monde n'accepte pas facilement de l'aide. Certaines personnes avaient trop de fierté pour cela. Il cacha le panier derrière quelques pierres sur le chemin, à un endroit où il était sûr que le garçon passerait. Il mit un mot simple. « Pour qui en a besoin. Que Dieu vous bénisse. » Il ne signa pas. François retourna à la ferme en se sentant un peu mieux. Au moins, il faisait quelque chose. Le lendemain, il retourna tôt à l'endroit. Le panier était toujours là, intact. Le mot était jeté par terre, froissé. L'agriculteur ressentit une pointe de frustration. Pourquoi le garçon n'avait-il pas pris la nourriture? Il y avait tant de choses, de bonnes choses, nutritives. Était-ce de la fierté, de la peur, de la méfiance? Il décida d'attendre. Il se cacha derrière les pierres et observa. Le soleil monta dans le ciel et la chaleur augmenta. Il passa près de 2 heures là quand il vit enfin le garçon apparaître sur la piste. Le garçon venait avec un sac sur le dos, probablement plein de canettes qu'il avait ramassées. Quand il s'approcha du panier, il s'arrêta. Il regarda autour de lui avec précaution, comme s'il cherchait quelqu'un. Puis il se pencha et commença à examiner la nourriture. François pensa qu'il allait la prendre, mais non. Le garçon prit le mot du sol, le relut et le remit en place. Ensuite, il souleva le panier et le porta sur le côté de la piste, le cachant dans les buissons. Il ne prit rien. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. L'agriculteur fut déconcerté. Cela n'avait pas de sens. Un enfant affamé refusant de la nourriture, il attendit que le garçon s'éloigne et alla là où il avait caché le panier. Il y avait un autre mot, écrit avec une écriture maladroite sur un morceau de carton. « Merci, mais nous n'avons pas besoin d'aumône. » François serra le papier avec force. Ce n'était pas de l'aumône, c'était de l'aide. Mais il comprit le message. Ce garçon avait des principes. On lui avait appris à ne pas accepter ce qui n'était pas le fruit de son propre travail. C'était admirable, mais aussi douloureux à voir dans cette situation. Les jours suivants, l'agriculteur essaya d'autres approches. Il laissa la nourriture à différents endroits, sans mots. Le résultat était toujours le même. Le garçon la trouvait, mais ne la prenait pas. Une fois, François le vit même regarder un pain frais qu'il avait laissé, et son ventre gronda bruyamment. Mais malgré cela, il ne le prit pas. C'est alors que Sophie commença à remarquer le comportement étrange de son mari. François sortait tôt tous les matins et revenait avec une expression inquiète. Il ne mangeait pas correctement, était distrait dans les conversations, semblait porter un poids invisible sur ses épaules. « François, qu'est-ce qui se passe avec toi ?» demanda-t-elle un soir, après qu'il ait remué sa nourriture sans presque rien manger. « Rien, Sophie. Je suis juste fatigué. Ne me sors pas ça. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Je te connais. Quelque chose te tracasse et tu ne veux pas me le dire. » Le fermier regarda son épouse. Elle avait raison. Il ne pouvait pas continuer à cacher cela. Il raconta tout. Il parla du garçon dans l'enclos à porc, de l'avoir suivi jusqu'à la cabane, des tentatives d'aide qui avaient été refusées. Sophie écouta tout en silence. Quand il eut terminé, elle poussa un profond soupir. « François, tu dois comprendre que tu ne peux pas sauver tout le monde. Il y a des gens dans le besoin partout. Si tu essaies d'aider chacun d'eux, tu vas te tuer à force de porter ce fardeau. Mais c'est un enfant, Sophie. Un enfant qui mange par terre avec les cochons. Et que veux-tu faire? Envahir la vie de ces gens? Ils ont clairement fait comprendre qu'ils ne veulent pas d'aide. Ils ne veulent pas de charité. C'est différent. Comment ça? François réfléchit un moment avant de répondre.
Et si je proposais du travail? Du vrai travail, pas inventé. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec les animaux. Le garçon semble fort, même s'il est maigre. Il pourrait apprendre vite. Sophie secoua la tête. Le travail des enfants? Tu es fou. Si quelqu'un découvre, ce n'est pas du travail des enfants. C'est donner une chance à un enfant qui fouille les poubelles pour survivre. C'est lui apprendre un métier, lui donner de la vraie nourriture, de la dignité. Et tu crois qu'il va accepter? Il a déjà refusé de la nourriture plusieurs fois. Le travail, c'est différent. Le travail, ça se gagne, ça ne se reçoit pas. D'après ce que j'ai vu, le garçon a de la fierté. Il acceptera si c'est présenté de la bonne manière. Sophie resta silencieuse un long moment. Puis elle soupira. Fais ce que tu penses être le mieux, mais ne viens pas te plaindre si ça tourne mal. Le lendemain, François retourna sur le sentier. Cette fois, il ne se cacha pas. Il attendit sur le chemin, assis sur une grosse pierre, jusqu'à ce que le garçon apparaisse. Quand le garçon le vit, il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent et il recula d'un pas, prêt à fuir. « Du calme, mon garçon. Je ne te ferai pas de mal, » dit François, levant les mains pour montrer qu'il n'avait rien dedans. Le garçon resta immobile, tendu, calculant s'il devait courir ou non. « Je m'appelle François. J'ai une ferme tout près d'ici. Tu as dû passer par là. » Silence. Le garçon ne dit rien, mais ses yeux montrèrent qu'il savait de quoi François parlait. « J'ai besoin d'aide avec les animaux. C'est trop de travail pour une seule personne. Tu connais la ferme ?» Le garçon se détendit un peu, mais resta méfiant. « J'ai déjà travaillé au champ, » dit-il d'une voix basse. « Bien. Alors tu sais comment c'est. Le travail est dur, mais honnête. Je paie à la journée. Repas à midi, et si tu veux emporter quelque chose à la maison en fin de journée, tu peux. » Les yeux du garçon brillèrent une seconde, mais reprirent vite une expression prudente. « Pourquoi vous m'offrez ça ?»« Parce que j'ai besoin d'aide. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de travail. Pourquoi moi ?» François ne s'attendait pas à cette question. Le garçon était plus malin qu'il n'en avait l'air. « Tu habites près d'ici. Ce serait plus facile pour toi d'aller et venir tous les jours, et j'ai vu que tu n'as pas peur du travail dur, puisque tu marches des kilomètres à fouiller les poubelles. » Le garçon mordit sa lèvre inférieure, réfléchissant. François pouvait voir la guerre qui se livrait dans cette petite tête, le besoin luttant contre la méfiance, la faim luttant contre la fierté. « Je dois en parler à mon grand-père d'abord, » dit-il finalement. « Ton grand-père ? Je vis avec lui. C'est lui qui décide de ces choses. » François hocha la tête. « C'est juste ? Tu veux que je vienne avec toi lui parler ? » « Non ?» La réponse vint trop vite. « Je lui parlerai. S'il accepte, je viendrai à ta ferme demain matin. »« D'accord. Viens tôt. Le travail commence au lever du soleil. » Le garçon fit un signe de tête et poursuivit son chemin. François resta là, immobile, à observer la silhouette menue s'éloigner. Il n'était pas certain que le garçon reviendrait le lendemain, mais au moins il avait essayé. Ce soir-là, il parla à nouveau à Sophie de ce qu'il avait fait. « Et s'il ne vient pas ?» demanda-t-elle. « Alors je saurai que j'ai fait ma part. Je ne peux forcer personne à accepter de l'aide. Et s'il vient ? As-tu pensé à tout ce que cela implique ? Nous allons avoir un enfant qui travaille ici. Les gens vont jaser. Qu'ils jasent. Je sais ce que je fais. François, tu es trop bon pour ce monde. Cela finira par te blesser un jour. » Le fermier ne répondit pas. Il se contenta de serrer son épouse dans ses bras et alla se coucher, en espérant que le garçon serait là le lendemain. Et il vint. François vérifiait l'enclos lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit le garçon arrêté près de la barrière, portant les mêmes vêtements sales que la veille. Mais il avait essayé de se nettoyer un peu. Le visage était lavé et les cheveux mouillés, comme s'il avait passé la tête sous un robinet. « Bonjour, » dit François, essayant de dissimuler le soulagement dans sa voix. « Bonjour, monsieur. Mon grand-père m'a permis de venir, mais à certaines conditions. »« Lesquelles ? » ?»« Pas de nourriture que je n'aurais pas gagnée en travaillant. Pas de faveur. Seulement ce qui est convenu. Du travail contre un salaire juste. »« D'accord. Un travail juste pour un salaire juste. C'est le marché. » Le garçon sembla satisfait de la réponse. « Comment t'appelles-tu, garçon ?» demanda François, réalisant qu'il ne le savait pas encore. « Thomas. Thomas Martin. Enchanté, Thomas. On commence ?» La première journée de travail fut difficile. Thomas était trop faible pour certaines tâches, mais il fournissait des efforts au-delà de ses capacités physiques.
François dut retenir son envie de lui faciliter les choses. Il savait que le garçon le remarquerait et y verrait de la pitié. Parfois, il surprenait Thomas s'arrêtant pour reprendre son souffle, les mains sur les genoux, en sueur froide. Mais dès qu'il se rendait compte qu'on l'observait, il se redressait vite et reprenait le travail. À l'heure du déjeuner, Sophie avait préparé assez de nourriture pour 3 personnes. Elle mit tout sur la table de la véranda où les ouvriers avaient l'habitude de manger. « Monsieur va déjeuner ici aussi ?» demanda Thomas, surpris. « Bien sûr, j'ai travaillé autant que toi, non ?»« Alors on mange au même endroit. » C'était un mensonge, bien sûr. François déjeunait normalement à l'intérieur avec Sophie, mais il savait que s'il le faisait, Thomas se sentirait inférieur, comme un simple employé. Il voulait que le garçon se sente respecté. Thomas mangea lentement au début, comme s'il n'était pas sûr de pouvoir vraiment manger tout ce qu'il voulait. Mais quand il vit François se servir naturellement, il se mit à vraiment manger. C'était douloureux à voir. Le garçon essayait de se contrôler et de manger lentement, avec des manières, mais on voyait la faim l'emporter. Cela se voyait dans la façon dont ses yeux brillaient à la vue de la nourriture, dans la vitesse à laquelle il mâchait quand il pensait que personne ne regardait, dans la manière dont il regardait la casserole en voulant se resservir, mais sans oser le demander. « Mange encore, garçon. Un travail dur nécessite un bon repas, » dit François en poussant la casserole vers lui. Thomas n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Il se resservit abondamment et mangea tout, jusqu'à la dernière cuillerée. Quand il eut fini, il s'essuya la bouche avec le dos de la main et regarda François avec un mélange de gratitude et de honte dans les yeux. « Merci pour le repas, monsieur. Tu l'as gagné, tu as travaillé dur, tu le mérites. » Le reste de l'après-midi passa vite. François apprit à Thomas à vérifier les clôtures, à trier le foin, à nettoyer les abreuvoirs des animaux. Le garçon apprenait vite, faisait attention à chaque détail, posait des questions intelligentes. Quand le soleil commença à descendre, François lui paya ce qui était convenu. Quelques billets froissés qui pour lui ne signifiaient pas grand-chose, mais qu'ils savaient faire une énorme différence pour Thomas et son grand-père. « Même heure demain ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Je serai là. » François prépara aussi un sac de nourriture pour que Thomas emporte. Il y mit du riz, des haricots, quelques fruits, du pain. Pas trop pour ne pas paraître exagéré, mais suffisamment pour faire la différence. Cela fait aussi partie du paiement. Un ouvrier de la ferme a le droit de ramener de la nourriture à la maison, dit-il en voyant Thomas hésiter. Le garçon accepta le sac d'un signe de tête et partit en marchant sur le chemin de terre. François le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse au virage du chemin. Sophie était sur la véranda quand il entra. Alors, comment cela s'est-il passé? Il travaille dur, c'est un bon garçon. François, tu sais que tu ne peux pas résoudre sa vie tout seul, n'est-ce pas? Je sais, mais je peux lui donner une chance. C'est tout ce dont il a besoin. Les jours passèrent et Thomas continua à se présenter. Toujours à l'heure, toujours prêt à travailler. Chaque jour, il devenait un peu plus fort, un peu moins pâle. Sa chemise ample commençait à être plus ajustée au niveau des épaules. Son visage perdait cet aspect cadavérique. Mais il y avait quelqu'un à la ferme qui n'était pas content de la présence du garçon. Jacques, le contremaître, avait commencé à observer Thomas avec des yeux méfiants dès le premier jour. Jacques travaillait pour François depuis près de 10 ans. C'était un homme d'une 50aine d'années, petit et robuste, avec un air peu amical. Il s'occupait de la ferme comme si elle était sienne, contrôlait les autres ouvriers d'une main de fer, prenait des décisions sans consulter le patron. François l'avait toujours laissé faire. Jacques faisait du bon travail, et c'était ce qui comptait. Mais maintenant, il y avait une tension dans l'air. Le contremaître n'aimait pas l'attention que le patron portait au nouveau garçon. Cela commença petit. Jacques reprenait Thomas pour des broutilles, inventait des problèmes là où il n'y en avait pas, grognait quand le garçon passait près de lui. Thomas le remarquait, mais ne se plaignait pas. Il baissait la tête et continuait à travailler. Un jour, Jacques accusa Thomas d'avoir laissé la barrière ouverte, permettant à quelques poules de s'échapper. Thomas jura qu'il l'avait fermée, mais le contremaître ne voulut pas l'entendre. Il fit passer l'après-midi au garçon à chercher les poules dans les buissons. François ne l'apprit que le lendemain, quand il vit Thomas avec des égratignures sur les bras à force de marcher parmi les arbustes. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il. « Rien, monsieur. Je me suis juste égratigné en cherchant les poules qui se sont échappées. »« Des poules »
Quelle poule! Thomas raconta l'histoire. François sentit la colère monter, mais se contrôla. Il appela Jacques pour parler. « Tu as fait chercher les poules tout seul au garçon. Il a laissé la barrière ouverte. Il doit apprendre à être responsable. Tu l'as vu laisser la barrière ouverte? Je n'ai pas besoin de voir. Ça ne peut être que lui. Il était le dernier à passer par là. Jacques, le garçon travaille ici depuis 2 semaines et n'a jamais posé de problème. Tu es trop dur avec lui. » Le contremaître croisa les bras. « Patron, avec tout le respect, mais vous êtes trop indulgent avec ce garçon. Vous le traitez mieux que les autres ouvriers. Cela crée des problèmes. Comment je traite mes employés est mon problème. Bien sûr, patron. Je vous préviens simplement. » La conversation s'arrêta là, mais François savait que le problème n'était pas fini. Jacques était trop fier pour accepter d'être contredit. Quelque chose allait arriver, ce n'était qu'une question de temps. Et cela arriva. 1 semaine plus tard, des outils de la ferme disparurent. Un marteau, une pince, une pelle. De petites choses, mais qui manquaient. Jacques accusa directement Thomas. « Ça ne peut être que le garçon. Ces choses commencent à disparaître après son arrivée ici. » « Thomas ne volerait rien, » défendit François. « Comment le savez-vous? Vous connaissez le garçon depuis combien de temps? 1 mois? Vous ne savez même pas d'où il vient vraiment. Je sais suffisamment. » « Patron, vous êtes naïf. Ce garçon vient du village abandonné. Cet endroit est connu pour des gens peu recommandables. Il y a déjà eu plusieurs histoires de vol venant de là-bas. Ça suffit, Jacques. Je ne veux plus entendre cela. » Mais l'accusation resta dans l'air. Les autres ouvriers commencèrent à regarder Thomas différemment. Personne ne lui parlait plus. Quand il entrait quelque part, les conversations s'arrêtaient. Thomas sentait tout cela. Il voyait les regards méfiants, entendait les chuchotements quand il passait. Mais il continuait à travailler, tête baissée, en silence. François essaya de lui parler une fois. « Tu vas bien, Thomas? Tu sembles plus silencieux que d'habitude. »« Je vais bien, monsieur. Si quelqu'un t'embête, tu peux me le dire. »« Pas besoin, monsieur. Je vais bien. » Mais ce n'était pas vrai. François voyait le poids sur les épaules du garçon, voyait comme il se recroquevillait quand Jacques s'approchait, voyait comme il mangeait son déjeuner rapidement et seul, loin des autres. Les choses empirèrent quand d'autres outils commencèrent à disparaître. Cette fois, c'étaient des objets plus gros, un nouveau coupe-coupe, une houe, un seau de peinture. Jacques rassembla tous les travailleurs. « Quelqu'un ici vole, et nous savons tous qui c'est, » dit-il, en regardant droit vers Thomas. Le garçon était figé dans le coin, pâle, les poings serrés. « Je n'ai rien volé, » dit-il d'une voix tremblante. « Non? Alors comment expliques-tu que les choses ont commencé à disparaître juste après ton arrivée? Je ne sais pas, mais ce n'est pas moi. Menteur, je parie que tu as tout vendu en ville pour te faire un peu d'argent. »« Je ne suis pas un voleur !» cria Thomas, les larmes aux yeux. François arriva à ce moment et vit la scène. Il sentit le sang lui bouillir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Jacques se tourna vers lui. « J'essayais juste de découvrir qui vole à la ferme, patron. Accuser un garçon devant tout le monde, c'est comme ça qu'on fait les choses? Si vous ne voulez pas accepter la vérité, c'est votre problème. Mais je vais vous dire une chose, patron, si des choses continuent à disparaître, je pars. Je ne travaille pas là où un voleur est protégé. » Le contremaître partit en marchant lourdement, laissant un lourd silence derrière lui. Les autres travailleurs se dispersèrent rapidement. Thomas resta immobile à sa place, essuyant ses yeux avec rage. Thomas... « Désolé, monsieur. Je vais partir. Je ne veux pas causer de problème. Tu ne vas nulle part. Tu n'as rien fait de mal. Mais tout le monde pense que c'est moi. Et d'autres choses vont disparaître. Ça disparaît toujours quand il y a quelqu'un à blâmer. » La phrase sortit amère, chargée d'une expérience qu'un enfant ne devrait pas avoir. François comprit. Thomas avait déjà été accusé de choses qu'il n'avait pas faites auparavant. Il avait déjà été le bouc émissaire de quelqu'un. « Écoute, tu travailles ici parce que tu es bon dans ce que tu fais et parce que j'ai confiance en toi. Ce que les autres pensent n'a pas d'importance. »« Si, ça compte, monsieur, ça compte toujours. » Thomas s'éloigna, les épaules voûtées comme s'il portait le monde sur son dos. François resta là, se sentant impuissant. Il essayait d'aider et ne faisait qu'empirer les choses pour le garçon. Ce soir-là, il parla à Sophie de la situation. « Je t'avais prévenu que ça poserait problème, dit-elle. Ce n'est pas la faute du garçon. Non,
Mais c'est la tienne. Tu l'as amené ici sans penser aux conséquences. Maintenant, il est harcelé par Jacques et tu ne peux rien faire sans perdre ton contremaître. Je préfère perdre le contremaître que de traiter ce garçon injustement. Sophie soupira. François, tu dois faire attention. Cette fixation pour le garçon devient étrange. Les gens commencent à parler. Parler de quoi? Tu sais de quoi. Un homme riche soudainement intéressé par un garçon pauvre, lui accordant une attention spéciale, le défendant en toutes circonstances, ça ne paraît pas bien. François sentit la colère. Pas celle qui explose, mais celle qui brûle lentement, qui fait mal. Tu sous-entends... Je ne sous-entends rien. Je dis ce que les gens racontent. Et tu sais que dans cette région, les commentaires deviennent vite réalité. Alors que veux-tu que je fasse? Que je laisse le garçon à son sort? Que je fasse comme si je ne l'avais pas vu manger par terre? Je veux que tu réfléchisses à la vraie raison pour laquelle tu fais tout ça. Parce que ce n'est pas seulement de la bonté. Il y a autre chose. La phrase resta suspendue dans l'air entre eux. François ne répondit pas parce qu'il ne savait pas quoi dire. Est-ce que Sophie avait raison? Pourquoi était-il si investi dans l'aide à Thomas en particulier? Il avait vu d'autres enfants en difficulté au fil des ans et ne s'était jamais impliqué ainsi. Qu'est-ce qui était différent chez ce garçon? La réponse est venue quelques jours plus tard, d'une manière que François n'attendait pas. Il était dans le bureau de la ferme à trier de vieux papiers quand il a trouvé une photo jaunie au fond d'un tiroir. C'était une vieille photo, vieille de plus de 20 ans. Elle montrait une jeune femme d'une vingtaine d'années, tenant un petit enfant sur ses genoux. Elle était sur le porche de la ferme, souriant à l'appareil. François s'est souvenu d'elle. Hélène. Elle avait travaillé à la ferme il y a longtemps, aidant à la maison. C'était une bonne personne, travailleuse, honnête, mais elle avait été renvoyée un jour de façon abrupte. Il se souvenait avoir été confus à l'époque, sans bien comprendre la raison. C'était Jacques qui avait insisté pour le licenciement. Il avait dit qu'Hélène volait de la nourriture dans le garde-manger. François était plus jeune alors. Il venait de reprendre la ferme après le décès de son père. Il faisait confiance au contremaître, qui était là depuis des années. Il n'a pas posé de questions. Il a simplement signé le licenciement et a payé ce qu'il devait. Hélène est partie en pleurant, jurant qu'elle n'avait rien volé. Mais personne ne l'a cru. François a regardé à nouveau la photo. Quel âge aurait aujourd'hui l'enfant sur les genoux d'Hélène? 25 ans environ. Et cet enfant avait probablement eu des enfants. Il avait probablement un fils de l'âge de Thomas. Un frisson lui a parcouru l'échine. Est-ce que... Il a mis la photo dans sa poche et est parti à la recherche de Thomas. Il a trouvé le garçon dans la grange, en train de ranger du foin. « Thomas, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, monsieur. »« Ta mère, tu te souviens d'elle ?» Le visage de Thomas s'est fermé instantanément. C'était comme si une porte claquait. Pourquoi a-t-il demandé sur la défensive? Juste par curiosité. Tu ne parles jamais de ta famille, seulement de ton grand-père. Elle n'est plus là. François a attendu, mais Thomas n'a pas poursuivi. « Je suis désolé, a-t-il dit, comprenant que le sujet était douloureux. Pas besoin d'être désolé. Vous n'avez rien à voir avec ça. Mais la façon dont Thomas a dit cela, le ton amer dans sa voix, a fait réfléchir François. Il y avait quelque chose là, une histoire que le garçon cachait. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Cette nuit-là, François n'a pas pu dormir. Il n'arrêtait pas de penser à Hélène, à Thomas, aux similitudes qu'il voyait maintenant entre eux. La façon de marcher, l'entêtement, même la forme du visage. Comment n'avait-il pas remarqué avant? Le lendemain, il a décidé d'enquêter. Il a pris le pick-up et s'est rendu dans la ville voisine, où se trouvait un petit bureau d'état civil. Il a cherché dans les vieux registres les noms. Cela a pris des heures, mais il a finalement trouvé. Hélène Martin, décédée il y a 8 ans. Elle laissait un fils, Thomas Martin, père inconnu. François a senti le souffle lui manquer. Thomas était le fils d'Hélène, la femme qu'il avait aidé à renvoyer injustement il y a plus de 2 décennies. Et maintenant, son fils travaillait pour lui, subissant la même humiliation que sa mère avait subie, accusé par le même homme. La culpabilité a été comme un coup de poing dans l'estomac. Tout prenait sens maintenant. Le besoin d'aider Thomas n'était pas seulement de la bonté.
C'était une façon de tenter de réparer une erreur du passé. Une erreur qui avait coûté cher à cette famille. Il est retourné à la ferme l'esprit lourd. Devait-il dire la vérité à Thomas? Qu'il avait licencié sa mère injustement. Que ce licenciement avait probablement contribué aux problèmes que la famille avait rencontrés par la suite. Mais comment faire sans avoir l'air de chercher à se racheter aux dépens de la souffrance du garçon? Il est resté des jours dans ce dilemme. Il observait Thomas travailler et voyait Hélène en lui. Il voyait la même détermination, la même dignité blessée, la même fierté qui l'empêchait d'accepter la charité. C'est Sophie qui a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu as découvert quelque chose sur le garçon », a-t-elle dit. Non comme une question, mais comme une affirmation. François lui a tout raconté. Sur Hélène, sur le licenciement injuste, sur la découverte que Thomas était son fils. Sophie resta silencieuse un long moment, après qu'il eut fini. Alors c'était ça, la culpabilité. Tu essayes de payer une vieille dette? Ce n'est pas que ça. Si, François. Et tu sais ce qui est pire? Le garçon ne sait rien. Il accepte ton aide sans savoir que tu as contribué à plonger sa famille dans la misère. Ce n'était pas de ma faute. C'est Jacques qui... Tu as signé le licenciement. Tu as fait confiance au mauvais homme. Tu n'as pas posé de questions. Tu n'as pas enquêté. François, tu dois lui dire. Je ne peux pas. Cela détruira la confiance que nous avons construite. Et cacher la vérité arrangera quelque chose. Il finira par le découvrir. Quelqu'un le lui dira. Et quand il saura que tu étais au courant sans rien dire, ce sera pire. François savait que son épouse avait raison, mais il n'avait pas le courage. Comment regarder ce garçon en face et lui dire « Tu sais, j'ai aidé à ruiner la vie de ta mère ». La situation se compliqua lorsque le grand-père de Thomas arriva à la ferme. C'était un samedi matin. François arrosait les plantes près de la maison quand il vit un homme âgé s'approcher par le chemin de terre. Il marchait difficilement, s'appuyant sur une canne improvisée faite d'une branche d'arbre. Il était maigre, la peau brûlée par le soleil, ses vêtements encore plus usés que ceux de Thomas. « Puis-je vous aider » demanda François lorsque l'homme fut proche. Le vieil homme s'arrêta et le dévisagea des pieds à la tête. Il y avait quelque chose dans son regard. De la reconnaissance? De la colère? Difficile à dire. « Vous êtes le propriétaire de cette ferme » demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui. » François Dupont. « Marcel Martin. Je suis le grand-père de Thomas. » François sentit son cœur s'emballer. C'était donc l'homme qui s'occupait du garçon. Il paraissait encore plus malade qu'il ne l'imaginait. La peau était jaunâtre, les yeux enfoncés. Les mains tremblaient, même appuyées sur la canne. « Enchanté, monsieur Marcel. Voulez-vous entrer? Prendre un verre d'eau » ? « Je ne suis pas venu pour être poli. Je suis venu vous délivrer un message. »« Lequel ? » ?»« Mon petit-fils n'a pas besoin de votre charité déguisée en travail. Vous pouvez le berner, mais pas moi. Je sais ce qu'un homme riche veut quand il porte un intérêt particulier à un garçon pauvre. » L'accusation fut comme une gifle. François ressentit de la colère et de la honte à la fois. « Ce n'est pas du tout ça. Thomas travaille et est payé pour son travail. Un point, c'est tout. Du travail, bien sûr, et les nourritures supplémentaires que vous envoyez, et l'attention, et la protection contre les autres ouvriers. Ce n'est pas le traitement d'un patron envers un employé, c'est autre chose. Monsieur Marcel, je vous garantis que mes intentions sont pures. Je veux juste aider le garçon à avoir une vie meilleure. » Le vieil homme rit, mais ce fut un rire sans joie. « Aider, comme vous autres Dupont avez toujours aidé les nôtres, n'est-ce pas ?» François se figea. « Comment ça? Vous croyez que je ne sais pas qui vous êtes? Que je ne sais pas que c'est votre père qui a pris les terres de ma famille il y a 40 ans? Que c'est vous qui avez renvoyé ma fille sans raison, la laissant sans travail avec un jeune enfant? » La vérité tomba comme une bombe entre eux. Marcel savait. Il avait toujours su. Et malgré cela, il avait laissé Thomas travailler ici. Pourquoi? Monsieur Marcel, je ne savais pas qu'Hélène était votre fille. Elle a été licenciée pour une accusation de vol. J'étais jeune, j'ai fait confiance à mon contremaître. C'était une erreur. Erreur. Quel joli mot pour détruire une vie. Ma fille ne s'est jamais remise de cette accusation. Elle a passé des années à chercher du travail, mais personne ne l'embauchait. Il disait qu'elle avait mauvaise réputation. Elle a dû vendre de la nourriture dans la rue, laver le linge des autres. Elle s'est tuée au travail jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. François sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ignorait que les choses s'étaient passées ainsi.
Il pensait qu'Hélène avait simplement changé de ville, recommencé ailleurs. « Je suis vraiment désolé, vraiment. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir. Vous l'avez renvoyé et avez oublié. Mais nous, on n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui vous dire, laissez mon petit-fils tranquille. Il est peut-être naïf, il croit peut-être que vous êtes un homme bon. Mais moi, je connais la vérité. Vous autres Dupont ne apportez que le malheur à ma famille. Monsieur Marcel, j'essaie de réparer. On ne peut pas réparer. Les morts ne reviennent pas. Le temps perdu ne revient pas. Tu veux soulager ta conscience? Fais-le loin de mon petit-fils. » Le vieil homme tourna le dos et commença à s'éloigner. François fit un pas en avant. « S'il te plaît, laisse Thomas continuer à travailler. Il en a besoin. Vous en avez besoin. » Marcel s'arrêta, mais ne se retourna pas. « C'est justement pour ça que je le laisse faire. Parce que nous en avons besoin. Mais ne t'y trompe pas en pensant que ça fait de toi un homme bon. Tu pèses une dette, rien de plus. Et ce ne sera jamais suffisant pour compenser ce qu'on nous a pris. » L'homme partit, laissant François planté là, ressentant le poids de toutes ces paroles. Sophie était sortie sur la véranda et avait assisté à une partie de la conversation. « Tu as entendu » demanda-t-il. « J'ai entendu » répondit-elle doucement. « François, cela devient plus compliqué que tu ne l'imaginais. Je sais, mais je ne peux pas simplement abandonner maintenant. Et que vas-tu faire? Le grand-père du garçon te déteste, et avec raison. Je vais continuer à faire ce que j'ai fait, offrir du travail équitable, un salaire juste. Si cela aide en quelque sorte à compenser ce que ma famille leur a fait, c'est déjà ça. » Les jours suivants, Thomas ne mentionna pas la visite de son grand-père. Il continua à travailler comme d'habitude, mais François remarqua un changement subtil. Le garçon était plus silencieux, plus distant. Il ne posait plus de questions, ne souriait plus quand il réussissait quelque chose. C'était comme si un mur s'était dressé entre eux. François essaya de discuter. « Ton grand-père est venu l'autre jour. » Thomas ne leva pas les yeux de ce qu'il faisait. « Je sais. Il t'a raconté ce dont nous avons parlé? » ?»« Oui. Et qu'en as-tu pensé ?» Finalement, Thomas le regarda. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une dureté qui n'était pas là avant. « Je pense que ça ne change rien. Le travail, c'est le travail. Ce qui est arrivé à ma mère est arrivé. On ne peut pas revenir en arrière. Thomas, je suis vraiment désolé. Si je pouvais remonter le temps... » « Mais tu ne peux pas. Alors ça ne sert à rien de dire que tu es désolé. » La conversation s'arrêta là. Thomas retourna au travail et François se sentit pire qu'avant. Il s'attendait à de la colère, des cris, voire à ce que le garçon laisse tout tomber et s'en aille. Mais cette froide acceptation était pire. C'était comme si Thomas avait renoncé à attendre quoi que ce soit de bon des gens. Les semaines passèrent. La tension persista, mais tous deux maintinrent la routine. Thomas travaillait, était payé, rapportait de la nourriture à la maison. François observait de loin, voulant faire plus, mais ne sachant comment. C'est alors que l'état de Marcel empira. Thomas arriva à la ferme un jour avec les yeux rouges d'avoir pleuré. « Je ne pourrai pas travailler aujourd'hui, monsieur. Mon grand-père va très mal. Je dois rester avec lui. »« Que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas. Il s'est réveillé sans pouvoir se lever. Il a très mal. Je dois trouver un moyen de l'emmener chez le médecin. »« Je vous emmène. »« Ce n'est pas la peine, monsieur. On se débrouillera. »« Thomas, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas de la charité, c'est la chose à faire. Laisse-moi aider. » Le garçon hésita, mais l'inquiétude pour son grand-père l'emporta sur la fierté. Il accepta d'un hochement de tête. François prit le pick-up et alla avec Thomas jusqu'à la cabane. En arrivant, il comprit la gravité de la situation. Marcel était allongé sur un mince matelas par terre, couvert de chiffon qui tenait lieu de couverture. Il était pâle, en sueur froide, respirant avec difficulté. Il aida Thomas à installer le vieil homme dans le pick-up et ils se rendirent au dispensaire de la ville. Le médecin examina Marcel longuement, posa quelques questions, demanda des examens. « Je vais être direct avec vous, » dit-il une fois terminé. « Marcel a besoin d'une opération. C'est sérieux. S'il ne la fait pas rapidement, il pourrait être trop tard. »« Quel type d'opération ?» demanda Thomas d'une voix tremblante. « Sa rate est touchée. Elle doit être retirée. C'est une opération délicate. »« Et combien ça coûte ?» Le médecin regarda le garçon puis le vieil homme, évaluant la situation.
Écoutez, dans un hôpital public, ce serait gratuit, mais la liste d'attente est longue. Des mois. Il n'a pas ce temps. Dans une clinique privée, environ 20 000 €. Thomas pâlit. Cette somme était impossible. Il pourrait travailler toute sa vie sans la réunir. François était là, écoutant tout. Il voulait dire qu'il paierait, qu'il suffisait de programmer l'opération. Mais il savait comment Marcel réagirait. Le vieux préférerait souffrir, peut-être même cesser d'exister, plutôt que d'accepter de l'argent d'un Dupont. « Y a-t-il une autre option ?» demanda Thomas, désespéré. « Pas beaucoup. Vous pouvez essayer de réunir l'argent, ou attendre une place dans le public et espérer qu'elle arrive à temps. » Ils sortirent du dispensaire en silence. Marcel s'appuyait sur Thomas, chaque pas semblait douloureux. François les aida à monter dans la camionnette. « Je vais vous raccompagner, dit-il. « Vous pouvez nous déposer sur la route, » répondit Marcel d'une voix faible mais encore ferme. « On marchera le reste. Monsieur Marcel, vous arrivez à peine à tenir debout. Et même ainsi, je ne veux pas de votre aide plus que nécessaire. » François ne discuta pas. Il conduisit jusqu'à la route menant au village Saint-Pierre et s'arrêta. Il aida Thomas à faire descendre Marcel de la camionnette. Le vieux tenait à peine debout, mais refusa toute aide supplémentaire. François resta là, les regardant s'éloigner. Thomas portant pratiquement son grand-père, marchant lentement sur le chemin de terre. C'était une image qui resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Quand il rentra chez lui, Sophie était dans la cuisine. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es pâle. » François raconta tout. L'état de Marcel, l'opération, le prix impossible. « Tu vas payer, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Il n'acceptera pas. »« Alors paie sans qu'il le sache. Trouve un moyen. »« Comment ?»« Il découvrira, et il me détestera encore plus. François, cet homme est en train de mourir. Sa fierté ne peut pas lui coûter la vie, et tu sais que s'il cesse d'exister, Thomas sera seul, un enfant, sans personne. » L'image revint à l'esprit de François. Thomas essayant de soutenir son grand-père, tous deux titubant sur la route poussiéreuse. Un enfant et un vieil homme malade contre le monde, sans personne pour les aider. Rien d'autre que leur fierté à quoi se raccrocher. « Je dois trouver quelque chose, » dit-il. Il passa toute la nuit éveillé à réfléchir. Comment aider sans avoir l'air d'aider? Comment payer l'opération sans que Marcel découvre que c'est lui? La réponse vint le lendemain matin, de manière inattendue. Thomas ne se présenta pas au travail. François attendit toute la matinée, mais rien. L'après-midi, il décida d'aller à la cabane pour voir ce qui s'était passé. Il trouva Thomas dehors, assis sur une pierre, la tête entre les mains. En entendant les pas de François, il se leva. Son visage était gonflé d'avoir tant pleuré. « Il a empiré ?» demanda François. Thomas secoua la tête. « Il ne veut même pas tenter l'opération. Il dit que ça ne sert à rien, qu'il n'a pas d'argent et n'en aura pas. Il dit qu'il va laisser la nature suivre son cours. Il ne peut pas abandonner comme ça, il faut insister. » J'ai insisté, j'ai crié, pleuré, supplié. Mais il est têtu. Il dit qu'il a assez vécu, qu'il ne veut pas que je souffre encore à cause de lui. Thomas s'essuya les yeux avec colère, comme s'il était fâché contre lui-même de pleurer. « Je ne sais plus quoi faire, monsieur. Je vais le perdre. Et ce sera comme avec ma mère. Je vais le regarder souffrir sans pouvoir rien faire. » François sentit son cœur se briser. Là se tenait ce garçon, qui avait déjà tant perdu, sur le point de perdre la seule personne qui lui restait au monde. Et tout cela à cause de la fierté. Une fierté justifiée, oui, mais quand même de la fierté. Il prit une décision. « Thomas, écoute, je vais te faire une proposition. Et tu n'as pas besoin d'accepter tout de suite. Réfléchis tranquillement. » « Quelle proposition ? Je paye l'opération de ton grand-père. Monsieur... » « Attends, laisse-moi finir. Ce n'est pas gratuit. Tu me rembourseras. Chaque mois, je déduirai une partie de ton salaire. Ça prendra des années, peut-être des décennies. Mais tu paieras. C'est un prêt, pas un don. » Thomas le regarda, l'espoir et la méfiance se battant dans ses yeux. « Pourquoi feriez-vous cela ? Parce que je te dois. Je dois à ta famille. Et je sais que ton grand-père n'acceptera pas si ça vient de moi. Mais peut-être qu'il acceptera si ça vient de toi. Si tu dis que tu as obtenu un prêt, que tu paieras en travaillant, peut-être qu'il acceptera. Et s'il découvre que c'était vous, alors on gérera cela le moment venu. Mais au moins,
Il est en vie pour être en colère contre moi. » Thomas resta silencieux, pensif. François pouvait voir le combat intérieur, la nécessité contre la fierté héritée, l'amour pour son grand-père contre la colère envers la famille Dupont. « Je dois réfléchir, dit-il finalement. Réfléchis, mais ne tarde pas trop. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour lui. » François s'en alla, laissant Thomas là, assis sur la pierre, avec le poids du monde sur ses épaules. 2 jours plus tard, Thomas se présenta à la ferme. François était dans la grange quand il le vit arriver. Le garçon venait lentement, comme porteur d'une décision difficile. « J'accepte, dit-il sans détour. J'accepte votre prêt, mais il y a des conditions. Lesquelles? Premièrement, cela reste entre vous et moi. Personne d'autre ne doit le savoir, pas même votre épouse. D'accord. Deuxièmement, je rembourserai jusqu'au dernier centime, peu importe le temps que cela prendra. Compris. Troisièmement, si mon grand-père découvre tout et ne veut plus accepter le traitement, vous n'essayez pas de le convaincre du contraire. La décision lui appartient. » François hésita sur ce dernier point, mais il accepta. « Très bien. Ce sont vos conditions. » Thomas tendit la main. Elle était petite, calleuse, pleine de cicatrices de travail. François la serra, sentant l'étreinte ferme. C'était une poignée d'hommes, même venant d'un garçon. « Comment allez-vous le dire à votre grand-père » demanda François. « Je dirai que le médecin a trouvé un moyen de faire l'opération gratuitement, que c'est un programme du gouvernement ou quelque chose comme ça. Il n'aime pas le gouvernement, mais il préfère accepter d'eux que de vous. » C'était un bon mensonge, François devait l'admettre. Marcel allait se méfier, mais peut-être que l'espoir de continuer à vivre serait plus fort que la méfiance. « Quand puis-je programmer l'opération ?»« Le plus tôt possible. » François fit les arrangements. Il parla au médecin, expliqua la situation sans entrer dans les détails, paya d'avance. L'opération fut programmée pour la semaine suivante, dans une clinique privée de la grande ville, à 2 heures de route. Thomas raconta à son grand-père l'histoire qu'ils avaient convenue. Marcel se méfia, comme prévu. Il posa des questions, demanda des détails, ne voulait pas y croire. Mais Thomas insista, montra les papiers que François avait arrangés, donnait l'impression que tout était officiel. À la fin, le vieil homme accepta. Pas parce qu'il y croyait complètement, mais parce qu'il voulait y croire, parce qu'il voulait vivre, parce qu'il ne voulait pas laisser son petit-fils seul au monde. Le jour de l'opération, François les emmena tous deux à la clinique. Marcel était silencieux sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre perdu dans ses pensées. Thomas tenait sa main, la serrant de temps en temps, essayant de transmettre de la confiance. À leur arrivée, l'équipe médicale les attendait déjà. Tout avait été préparé. Marcel fut emmené pour les examens préopératoires. Thomas resta dans la salle d'attente, nerveux, se rongeant les ongles. François resta avec lui. « Tout va bien se passer, dit-il. Vous n'en savez rien. »« Si. Je fais confiance à ces médecins. Ils font cela tous les jours. Et si cela tourne mal, s'il ne survit pas, alors au moins nous aurons fait tout ce qui était en notre pouvoir. » Thomas ne répondit pas. Il resta là, les yeux fixés sur la porte par laquelle son grand-père était entré, comme s'il pouvait le faire revenir par la seule force de la volonté. L'opération dura 5 heures, 5 heures d'attente torturante. Thomas ne mangea rien, ne parla presque pas. Il attendit simplement. Quand le médecin apparut enfin, encore en tenue de chirurgie, ils se levèrent d'un bond. « Tout s'est bien passé, » dit-il, et Thomas faillit s'effondrer de soulagement. C'était compliqué, mais nous avons réussi à retirer la rate sans problème. Il devra rester hospitalisé quelques jours, mais la récupération devrait être bonne. Thomas se mit à pleurer. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots bruyants, comme ceux de quelqu'un qui a tout retenu trop longtemps. François posa la main sur l'épaule du garçon, offrant le seul réconfort qu'il pouvait. « Il va bien. Il ira bien, » répéta-t-il. Ils laissèrent Thomas voir son grand-père, après qu'il fut conduit dans sa chambre. Marcel dormait encore à cause de l'anesthésie, mais il respirait calmement. L'enfant s'assit au bord du lit et n'en bougea plus. François dut finir par partir, mais promit de revenir le lendemain. En arrivant chez lui, Sophie l'attendait. « Alors ?» ?»« Tout s'est bien passé. » Elle serra son mari dans ses bras. « Tu as fait une bonne action. » « Ou j'ai simplement payé une partie d'une dette qui ne finira jamais.
Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Marcel resta hospitalisé une semaine. Chaque jour qui passait, il reprenait un peu de force. Les couleurs revenaient sur son visage, sa voix s'affermissait. Mais il devenait aussi plus méfiant. Il commença à poser des questions. Comment Thomas avait-il exactement obtenu ce programme gouvernemental? Quels étaient les papiers qu'il devait signer? Pourquoi une clinique privée pratiquait-elle une opération gratuitement? Thomas essayait de répondre, mais ses mensonges commençaient à se contredire. L'histoire devenait difficile à maintenir. François voyait la pression monter chez le garçon à chaque visite. Ce fut le 5e jour que tout s'effondra. François était en visite lorsqu'une infirmière entra dans la chambre avec des papiers pour Marcel à signer. C'étaient des documents standards de sortie d'hôpital. Le vieil homme prit les papiers et se mit à lire. Son regard s'arrêta sur une ligne spécifique. Puis il regarda l'infirmière. Qu'est-ce que cela signifie ici? Patient privé, paiement intégral réglé? L'infirmière, ne comprenant pas le problème, répondit naturellement. Cela signifie que quelqu'un a déjà payé toute votre facture. Vous n'avez à vous soucier de rien. Qui a payé? Je ne peux pas vous le dire. Il faut vérifier cela à la réception. Marcel regarda Thomas, puis François. Tout s'emboîta dans son esprit. Sortez, dit-il à François, d'une voix basse mais dure comme la pierre. Monsieur Marcel, j'ai dit, sortez. Maintenant. Thomas essaya d'intervenir. Papy, je peux expliquer. Tu m'as menti. Vous m'avez tous les deux menti. Je voulais juste que vous acceptiez le traitement. Accepter la charité d'un Dupont, j'aurais préféré cesser d'exister. Ne dites pas ça. Marcel essaya de se lever du lit, mais il était trop faible. Il retomba sur l'oreiller, respirant lourdement. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'il y a des choses que l'argent ne peut payer. Vous ne comprenez pas que je préfère souffrir que devoir à cette famille. Je rembourserai, dit Thomas désespéré. Je travaillerai toute ma vie, mais je rembourserai chaque centime. Et tu crois que cela change quelque chose? Tu crois que la fierté se vend en mensualité? Le vieil homme tourna le visage vers le mur, refusant de regarder qui que ce soit. François quitta la chambre, se sentant pire que jamais. Thomas resta, essayant de parler à son grand-père, mais Marcel ne répondait plus. Les jours suivants furent difficiles. Marcel accepta de terminer le traitement puisqu'il était déjà fait, mais il précisa que cela changeait tout. Il ne voulait plus voir François. Il ne voulait plus que Thomas travaille à la ferme. Il voulait que toute relation avec les Dupont s'arrête là. Thomas était déchiré. Il savait avoir fait ce qu'il fallait, mais il voyait son grand-père souffrir d'une autre manière. Ce n'était pas une douleur physique, mais une douleur de l'âme. La douleur d'avoir été forcé d'accepter l'aide de ceux qu'il tenait pour responsables de ses malheurs. Lorsque Marcel fut enfin libéré, François les ramena à la baraque. Le voyage se fit dans un silence absolu. Pas un mot ne fut prononcé. À leur arrivée, Marcel sortit du pick-up sans aide, chancela un peu mais refusa tout soutien. « Thomas ne travaillera plus pour vous, dit-il avant d'entrer dans la baraque. Trouvez-lui un autre emploi. Papy, j'aime travailler là-bas. Peu importe, c'est fini. » François vit le désespoir dans les yeux de Thomas. Le garçon s'était habitué à la ferme, au travail, à la nourriture régulière. Mais surtout, François soupçonnait qu'il s'était habitué à ne pas se sentir seul. « Monsieur Marcel, je vous en prie, ne punissez pas le garçon à cause de moi. Vous n'avez pas le droit de parler de mon petit-fils. C'est vous qui avez aidé à détruire ma famille. Toi qui as gardé la conscience tranquille, pendant que ma fille souffrait. Toi qui veux maintenant jouer les sauveurs, je ne veux pas de ton aide, je ne veux pas de ton argent, je ne veux rien qui vienne de toi. » Le vieil homme entra dans la cabane, laissant Thomas et François dehors. Le garçon avait les yeux pleins de larmes. « Je suis désolé, monsieur. J'ai essayé... » « Ce n'est pas de ta faute, Thomas. C'est moi qui ai forcé la situation. Je croyais aider, mais je n'ai fait qu'empirer les choses. Vous avez aidé, au contraire. Mon grand-père est en vie, c'est ce qui compte. Mais à quel prix? » Thomas n'avait pas de réponse à cela. Ils restèrent là immobiles quelques minutes, aucun ne sachant quoi dire. Finalement, François sortit de sa poche le dernier salaire de Thomas, avec un supplément. « Voici ton salaire, et ce supplément est une avance pour les prochains mois, en attendant que tu trouves un autre travail. » Thomas regarda l'argent, mais ne le prit pas. « Je ne peux pas accepter.
Mon grand-père le saura. Alors ne lui dis rien, cache-le, ne lui... Utilise-le quand tu en auras besoin. Mais prends-le. Tu le mérites. » Le garçon hésita, mais finit par prendre l'argent. Il le mit vite dans sa poche, comme s'il faisait quelque chose de mal. « Merci. Pour tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. » François retourna à la camionnette et partit, regardant dans le rétroviseur, jusqu'à ce que Thomas disparaisse au loin. Quand il arriva chez lui, il se rendit directement dans sa chambre, sans parler à personne. Sophie le trouva là, assis au bord du lit, la tête entre les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui raconta tout, sur Marcel qui avait découvert la vérité, sur l'éloignement, sur la perte de Thomas. « C'est peut-être mieux ainsi, dit Sophie. Tu t'impliquais trop, ce n'était pas sain. »« Sain? Sophie, ce garçon mangeait à même le sol. Maintenant, il a au moins un grand-père en bonne santé et un peu d'argent. Si vouloir cela n'est pas sain, alors je ne sais pas ce qu'il est. Vouloir n'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu veux. Tu ne voulais pas aider le garçon. Tu voulais te punir pour la culpabilité que tu ressens. Ce sont deux choses différentes. » François savait qu'elle avait raison, mais ne voulait pas l'admettre. Il resta là, silencieux, repensant à tout ce qui s'était passé, tout ce qu'il avait tenté de faire et comment cela avait mal tourné. Les jours passèrent. François reprit sa routine normale à la ferme, mais quelque chose avait changé. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Thomas. Il se demandait si le garçon allait bien, s'il avait trouvé un autre travail, si Marcel se rétablissait correctement. Jacques remarqua la distraction du patron et en profita pour reprendre le contrôle total de la ferme. Les choses redevinrent comme avant l'arrivée de Thomas, mais François ne parvenait pas à s'en satisfaire. Sophie remarqua aussi le changement chez son mari. Il était plus silencieux, plus distant. Il mangeait moins, souriait moins. C'était comme si une partie de lui était restée dans cette cabane avec Thomas et Marcel. « Tu dois oublier ce garçon, » dit-elle un soir. « Je n'y arrive pas. »« Pourquoi pas? Tu as fait tout ce que tu pouvais, même plus que nécessaire. Parce que quand je le regarde, je vois toutes les chances que je n'ai jamais eues de réparer mes erreurs. Je vois Hélène que j'ai renvoyée injustement. Je vois Marcel qui a tout perdu à cause de vieilles querelles. Je vois toutes les personnes que ma famille a lésées au fil des ans. François, tu ne peux pas porter le poids de toutes les erreurs de ta famille sur tes épaules. Mais elles sont aussi les miennes. J'ai continué à faire les mêmes choses, à faire confiance aux mauvaises personnes, sans remettre en question, sans enquêter, comme mon père l'a fait, comme mon grand-père l'a fait. Sophie ne sut quoi répondre à cela. François avait raison. La famille Dupont avait une longue histoire de prise, sans réfléchir aux conséquences, de confiance en des gens comme Jacques, qui disaient ce qu'ils voulaient entendre, de ne pas regarder les dégâts qu'ils causaient. C'est alors que quelque chose se produisit qui changea tout à nouveau. C'était un mardi matin. François vérifiait le bétail quand il vit du mouvement à l'entrée de la ferme. Ce n'était pas l'heure de travail, et les autres employés étaient déjà tous là. Qui cela pouvait-il être? À sa grande surprise, c'était Thomas, mais pas le Thomas qu'il connaissait. Celui-ci était différent. Les cheveux coupés, des vêtements plus propres, une posture plus droite. Il semblait avoir grandi de plusieurs années en quelques semaines. « Thomas ?» François s'approcha de lui. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose ?»« C'est à propos de mon grand-père. Il a besoin de vous parler. »« Marcel veut me parler. »« Oui. Je ne sais pas exactement de quoi. Il m'a juste demandé de vous appeler. Il a dit que c'était important. » François était perplexe, mais n'hésita pas. Il alla à la maison prévenir Sophie qu'il sortait et suivit Thomas jusqu'au village Saint-Pierre. En chemin, il essaya de parler au garçon. « Comment vas-tu? Tu as trouvé un autre travail? »« Oui, j'aide au garage mécanique en ville. Ça ne paie pas autant qu'à la ferme, mais ça permet de survivre. »« Et ton grand-père? Comment se passe sa convalescence? »« Bien, il va bien, de plus en plus fort chaque jour. Il a même recommencé à marcher correctement. Je suis content de l'apprendre. » Thomas hocha simplement la tête, mais ne poursuivit pas la conversation. Il y avait quelque chose en lui, une maturité nouvelle, comme s'il avait été forcé de grandir trop vite. Quand ils arrivèrent à la cabane, François remarqua que quelques améliorations avaient été apportées. Le toit était réparé, il y avait de nouvelles planches au mur,
même un petit potager qui commençait à pousser sur le côté. Marcel était assis dehors sur une vieille chaise. Quand il vit François approcher, il se leva lentement, appuyé sur une canne, mais bien plus stable que la dernière fois. « Monsieur Marcel » salua François. « Dupont » répondit le vieil homme sec. « Merci d'être venu. Thomas a dit que vous vouliez me parler. »« Oui, assieds-toi là. » Marcel désigna une grosse pierre qui servait de banc improvisé. François s'assit, ne sachant pas à quoi s'attendre. Marcel resta debout, regardant l'horizon, comme s'il rassemblait son courage pour parler. « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, » commença-t-il. « J'ai pensé à tout ce qui s'est passé. À vous, à ma famille, à cette colère que je traîne depuis si longtemps. » François attendit sans l'interrompre. « Et je suis arrivé à une conclusion. Cette colère est en train de me tuer, pas rapidement comme la rate malade, mais lentement, tous les jours, un peu plus chaque fois. Et le pire, c'est qu'elle tue mon petit-fils aussi. » Marcel regarda Thomas qui était adossé au mur de la cabane à l'écoute. Ce garçon mérite mieux que d'être pris dans les querelles d'un vieil homme. Il mérite avoir une vie, et moi, je l'en empêche par pure fierté. « Monsieur Marcel, laisse-moi finir, » l'interrompit le vieil homme. « Tu as mal agi, c'est vrai. Ta famille m'a fait du tort, à moi, à ma fille. Mais tu m'as aussi sauvé la vie, même en sachant que je ne te remercierai pas, même en sachant que je te haïrais pour ça. Tu l'as fait quand même. » Marcel soupira profondément. « Et je dois le reconnaître. Je dois avaler ma fierté et dire merci. Merci de m'avoir sauvé la vie, même si je ne le méritais pas. » François sentit un nœud dans sa gorge. « Pas besoin de me remercier, monsieur Marcel. Si, je dois le faire. Et je dois aussi m'excuser. »« Vous excuser? De quoi? » ?»« D'avoir été injuste envers toi. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ton grand-père. Tu es juste un homme qui essaie de réparer des erreurs qui n'étaient même pas entièrement les tiennes. Et je t'ai traité comme si tu étais responsable de tout le mal qui m'est arrivé dans la vie. » Le vieil homme essuya rapidement ses yeux. « La vérité que je n'ai jamais dite à personne, pas même à Thomas, c'est que les titres de propriété, ils ont toujours été légitimes. Ton grand-père n'a rien volé. Les terres étaient bien à lui. »« Comment ça ? » ?»« Mon père a perdu les terres au jeu. Il a tout misé dans une partie de cartes et il a perdu. C'était légal, il y avait des témoins, des papiers signés, mais il n'a jamais accepté. Il a passé le reste de sa vie à dire qu'on l'avait volé, que les Dupont étaient des voleurs. Et j'ai cru ça. J'ai passé ma vie entière à croire un mensonge. » Marcel se rassit lourdement sur sa chaise. « J'ai découvert la vérité il y a des années, quand j'ai cherché les documents originaux. Tout était là, enregistré, légal. Mais j'étais tellement enfermé dans la haine que je n'ai pas pu l'admettre. C'était plus facile de continuer à vous blâmer que d'accepter que ma famille avait fait des bêtises. » François était sous le choc. Pendant toutes ces années, il avait cru porter le poids d'une injustice, et maintenant il découvrait qu'il n'y avait aucune injustice. Son grand-père avait gagné ses terres légitimement. Mais attends, et Hélène? Et ma fille? Marcel continua, comme s'il lisait dans les pensées de François. Elle a été licenciée injustement. Cela n'a pas d'excuse. Mais ce n'était pas seulement de votre faute. C'était celle de votre contremaître. Et c'était aussi ma faute. La vôtre? Je l'ai élevée en haïssant les Dupont, toujours en disant du mal de vous, toujours en répétant que vous étiez nos ennemis. Quand elle a obtenu un travail dans votre ferme, j'étais heureux en pensant qu'elle pourrait se venger d'une manière ou d'une autre, et je crois que c'est ce que le contremaître a perçu. Il a compris qu'elle n'était pas loyale, qu'elle était là avec des arrière-pensées. Alors il a inventé cette histoire de vol pour s'en débarrasser avant qu'elle ne cause des problèmes. Marcel secoua la tête. Si je n'avais pas rempli sa tête de haine, peut-être qu'elle aurait été une bonne employée. Peut-être serait-elle encore en vie. Mais j'ai ruiné ses chances avec ma rancune. Le vieil homme se mit à pleurer pour de vrai maintenant. Thomas s'approcha et posa la main sur l'épaule de son grand-père, lui apportant son soutien. « Je lui ai tout raconté, » dit Marcel en montrant Thomas. « Tous les mensonges que j'ai gardés toutes ces années. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit qu'il était temps d'arrêter de vivre dans le passé, que pardonner ne signifie pas oublier, mais signifie aller de l'avant. » Marcel regarda François droit dans les yeux. « Alors c'est ce que je fais. Je te pardonne. Je te pardonne, toi, ta famille, tout,
Et j'espère que tu pourras aussi me pardonner pour la façon dont je t'ai traité. » François se leva et s'approcha du vieil homme. Il tendit la main. « Je n'ai rien à pardonner, monsieur Marcel. Vous étiez dans votre droit d'être en colère, mais j'accepte votre pardon. Et je vous en remercie. » Les deux hommes se serrèrent la main. C'était une poignée de main longue, ferme, pleine de sens. C'était la fin d'une guerre qui avait duré des générations. Thomas les observait, des larmes coulant sur son visage mais souriant. C'était la première fois que François voyait le garçon sourire pour de vrai. « Il y a encore une chose, » dit Marcel. « À propos de la dette de l'opération. Pas besoin de s'en inquiéter maintenant. »« Non, si, j'en ai besoin. Mon petit-fils va payer, comme promis. Mais moi aussi, je vais aider. Je ferai ce que je peux, même si c'est peu. C'est une question d'honneur. Monsieur Marcel, vous venez juste de subir une opération. Vous devez vous reposer, pas travailler. Je peux faire des choses légères. J'ai de l'expérience avec le potager et les plantes. Je peux aider avec ça. » François réfléchit un moment. « Et si au lieu de travailler pour moi, on travaillait ensemble? »« Comment ça? J'ai des terres que je n'utilise pas. Elles sont bonnes pour la plantation. Et si on faisait un partenariat? Vous vous occupez de la plantation. Vous utilisez votre expérience. Je fournis les outils, les graines, ce qu'il faut. Et on partage les bénéfices. 50-50. » Marcel se méfia. « Pourquoi feriez-vous ça? » « Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui sache ce qu'il fait. Et parce que ce n'est pas de la charité. C'est une affaire. Vous avez le savoir-faire, j'ai la terre. Ça a du sens de réunir les deux. Et pour la dette de l'opération? Ça reste séparé. Thomas continue à payer comme convenu. Ce partenariat, c'est autre chose. » Le vieil homme considéra la proposition. Puis il regarda Thomas, qui fit un signe de tête positif. « D'accord, essayons. » C'est ainsi qu'une nouvelle phase a commencé dans la relation entre les familles Dupont et Martin. Marcel a commencé à s'occuper d'une partie des terres de la ferme en cultivant des légumes et des primeurs. Ce n'était pas un travail pénible, et il le faisait à son rythme, en respectant les limites de son corps en convalescence. Thomas est aussi retourné travailler à la ferme. Pas tous les jours, parce qu'il avait toujours son emploi à l'atelier, mais les week-ends et parfois après l'école qu'il avait recommencé à fréquenter. Oui, l'école. Ce fut une surprise pour François quand Thomas est apparu un jour en uniforme. « Je croyais que tu avais abandonné tes études, » a-t-il commenté. C'était le cas, mais mon grand-père a dit que si je reste ici et que je construis une vraie vie, je dois finir mes études. Alors j'ai repris. « En quelle classe es-tu ?»« 3e. J'ai redoublé 2 années à cause de... à cause de tout ce qui s'est passé. Mais je vais terminer. J'en suis sûr. » Les mois passèrent. La plantation dont Marcel s'occupait commençait à porter ses fruits. Ce n'était rien de spectaculaire, mais c'était honnête. Elle produisait assez pour vendre au marché de la ville et il en restait même pour leur propre consommation. Avec l'argent, Marcel et Thomas ont pu améliorer la cabane. Ils ont mis un vrai toit, réparé les murs et même installé un poêle à bois d'occasion qui fonctionnait parfaitement. François visitait la plantation chaque semaine pour voir comment elle se portait. Parfois, il emmenait Sophie avec lui. Elle avait été sceptique au début, mais peu à peu, elle s'est attachée à Marcel et Thomas. « Tu sais, a-t-elle dit à François un jour, « je crois que tu avais raison. À propos de tout cela, de donner une chance, de ne pas abandonner. Ça en valait la peine. C'était l'un des plus beaux compliments que François avait jamais reçus de sa femme. Mais tout n'était pas parfait. Il y avait toujours Jacques. Le contremaître n'avait pas du tout apprécié de revoir Thomas à la ferme. Et il avait encore moins aimé voir Marcel y travailler aussi en partenariat avec le patron. Jacques sentait son contrôle sur la ferme lui glisser entre les doigts. Il a recommencé à créer des problèmes. Petits au début, des outils oubliés près de la plantation de Marcel pour faire croire que le vieil homme volait. Des ragots répandus parmi les autres ouvriers sur le favoritisme. Mais François était attentif cette fois. Il n'allait pas laisser Jacques détruire ce qui était en train d'être construit. Il a appelé le contremaître pour discuter. « Jacques, nous devons parler de votre comportement. »« Mon comportement, patron ? Je travaille ici depuis 10 ans sans aucun problème. Et pendant tout ce temps, combien de personnes avez-vous accusées injustement? Combien avez-vous renvoyé sans raison? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle d'Hélène. Je parle des outils qui ont disparu quand Thomas était ici. Je parle de tous les petits délits que vous avez commis et dont vous avez rejeté la faute sur d'autres. » Jacques est devenu rouge.
Vous m'accusez d'être un voleur? Je dis que j'ai observé votre schéma. Chaque fois que quelqu'un que vous n'aimez pas apparaît ici, des choses commencent à disparaître, et ce sont toujours ces personnes qui sont accusées. C'est une coïncidence intéressante. Patron, je travaille dur pour cette ferme. Tout ce que je fais, c'est pour protéger vos intérêts. Mes intérêts ou votre pouvoir sur les autres ouvriers? Le silence qui suivit fut éloquent. Jacques savait qu'il avait été pris. « Je vais vous faire une proposition », a poursuivi François. « Vous pouvez rester, mais les choses vont changer. Vous n'aurez plus ce contrôle absolu sur tout le monde. Vous ne pourrez plus accuser les gens sans preuve. Et si je découvre que vous sabotez le travail de Marcel ou Thomas, vous êtes dehors, sans discussion. Et si je n'accepte pas ces conditions, alors vous partez maintenant, et vous partez sans référence. Je dirai à tous les fermiers de la région le genre d'employé que vous êtes. » C'était une menace claire. Jacques détestait chaque mot, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Les bons emplois étaient difficiles à trouver. Et sa réputation, si François répandait vraiment ses histoires, serait détruite. « J'accepte », a-t-il dit, en forçant les mots. « Parfait. Alors travaillons ensemble honnêtement à partir de maintenant. » Jacques est sorti de cette conversation humilié, mais contrôlé. François savait qu'il aurait encore des problèmes avec lui, mais au moins, il avait maintenant clairement montré qu'il faisait attention. La vie à la ferme a commencé à trouver un nouveau rythme. Marcel s'occupait de sa plantation, Thomas aidait quand il le pouvait, Jacques faisait son travail, de mauvaise humeur, mais il le faisait. Et François supervisait tout avec un regard plus attentif. Ce fut pendant cette période que François découvrit quelque chose d'important sur Thomas. Le garçon avait un talent naturel pour s'occuper des machines. Un jour, l'une des tondeuses à gazon tomba en panne. C'était une vieille machine, problématique, qui tombait sans cesse en panne. François était sur le point d'appeler un mécanicien quand il vit Thomas près d'elle, en train d'observer. « Tu sais réparer ça ?» demanda-t-il, un peu pour plaisanter. « Je peux essayer. Dans l'atelier où je travaille, j'aide pour des choses similaires. » À la surprise de François, Thomas toucha à quelques fils, ajusta quelques pièces, et en 15 minutes, la machine fonctionnait à nouveau. « Comment as-tu appris à faire ça ?»« En observant. Et en essayant. J'apprends vite quand c'est quelque chose qui m'intéresse. » François eut une idée. « Thomas, as-tu déjà pensé à étudier la mécanique pour de vrai? Faire un cours technique? J'y ai déjà pensé, mais je n'ai pas d'argent pour ça. Et si je t'aidais? Pas gratuitement ?» ajouta rapidement François, voyant le garçon commencer à refuser. « Comme partie du salaire. Tu continues à travailler ici, et je paie le cours. Quand tu auras terminé, tu pourras gagner plus et rembourser la dette plus vite. » Thomas réfléchit un moment. « Je dois d'abord en parler à mon grand-père. »« Bien sûr, réfléchis tranquillement. » Cette fois, la conversation avec Marcel fut différente. Le vieil homme avait changé. Il n'était plus assez fier pour refuser toute aide. Il voyait l'offre pour ce qu'elle était, une vraie chance pour son petit-fils d'avoir un meilleur avenir. « Accepte, » dit-il à Thomas. « Saisis cette opportunité, mais n'oublie pas de rembourser ce que tu dois. »« Je n'oublierai jamais, papy. » C'est ainsi que Thomas commença à étudier la mécanique dans une école technique de la ville plus grande. Il y allait 2 fois par semaine, après l'école normale. C'était dur, mais il était heureux. Pour la première fois de sa vie, il voyait un chemin s'ouvrir devant lui. La ferme prospérait aussi. La plantation de Marcel donna une récolte si bonne qu'ils purent s'agrandir. François mit plus de terres à disposition et d'autres petits agriculteurs de la région s'intéressèrent à des partenariats similaires. Sophie s'impliqua dans la partie administrative, aidant à organiser les ventes et la distribution. Elle découvrit qu'elle avait du talent pour cela et coordonna bientôt une petite coopérative de producteurs locaux. « Qui l'aurait cru ?» commenta-t-elle un soir, « qu'aider un garçon affamé mènerait à tout cela. »« La vie est drôle comme ça, » répondit François. « Une petite action peut créer des vagues que tu n'imagines même pas. » Mais il y avait un nuage sombre à l'horizon. Jacques. Le contremaître avait accepté les nouvelles règles, mais pas de bon cœur. Il restait rancunier, continuant à sentir que sa place était prise. Il voyait Thomas grandir, apprendre, gagner de plus en plus la confiance du patron. Il voyait Marcel réussir avec sa plantation. Il voyait sa propre importance diminuer. Et le ressentiment est une chose dangereuse quand on le laisse mijoter trop longtemps. Ce fut par une nuit d'orage que tout éclata. Thomas était à la ferme,
étant resté tard pour aider à réparer un tracteur. La pluie commença à tomber fort et François insista pour qu'il dorme sur place, plutôt que de tenter de rentrer chez lui sous l'orage. « Tu peux utiliser la chambre d'amis » proposa-t-il. Thomas accepta avec gratitude. Il était fatigué et l'idée de marcher 3 kilomètres sous la pluie n'était pas attrayante. Ce fut au milieu de la nuit que le feu se déclara. Thomas se réveilla en sentant une odeur de fumée. Il sauta du lit, désorienté, et lorsqu'il ouvrit la porte de la chambre, il vit des flammes dans le couloir. La maison était en feu. « Monsieur François, Madame Sophie !» cria-t-il en courant dans le couloir. Il frappa à la porte du couple. François apparut, encore à moitié endormi, mais se réveilla rapidement en voyant le feu. « Sors par devant !» cria-t-il à Thomas. « Je vais chercher Sophie, et je te retrouve dehors !» Thomas courut vers la sortie, mais en s'approchant de la porte d'entrée, il vit qu'elle était verrouillée, et la clé n'était pas à sa place. Il essaya de la forcer, mais la porte était vieille et lourde, elle ne cédait pas. La fumée devenait épaisse. Thomas se mit à tousser. Il devait trouver une autre sortie. Il se dirigea vers la cuisine où il y avait une porte de derrière. Elle était aussi verrouillée, mais il y avait une fenêtre. Il attrapa une chaise et brisa la vitre. Il a réussi à sortir et à courir loin de la maison. François et Sophie sont apparus peu après, toussant, couverts de suie mais vivants. Les voisins les plus proches avaient vu le feu et étaient venus aider. Mais la maison était perdue. Les flammes avaient tout consumé. Quand le feu fut enfin maîtrisé, le jour se levait déjà. La maison n'était plus que des ruines fumantes. François était assis par terre, regardant les restes de tout ce qu'il avait construit au fil des années. Sophie pleurait doucement, appuyée contre lui. Thomas était à proximité, se sentant impuissant. C'est alors que Jacques est apparu. « Quelle tragédie !» dit-il, mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui clochait. François leva les yeux. « Où étiez-vous quand le feu a commencé ?»« Chez moi, comme d'habitude. »« Et comment avez-vous su si vite ? Votre maison est loin d'ici. » Jacques hésita une fraction de seconde, mais ce fut suffisant. « Un des ouvriers m'a prévenu. »« Lequel ? Je ne me souviens plus de son nom maintenant. » Thomas observait Jacques attentivement. Quelque chose dans le comportement du contremaître n'était pas normal. Il ne semblait pas surpris ou choqué. Il semblait satisfait. « C'est vous, » dit soudainement Thomas. Tout le monde se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu racontes, garçon ?» demanda Jacques, mais sa voix trahissait maintenant de la nervosité. « C'est vous qui avez mis le feu à la maison. C'est pour ça que les portes étaient verrouillées de l'extérieur. C'est pour ça que vous êtes arrivés si vite. Vous attendiez pour voir ce qui allait se passer. C'est absurde. Pourquoi je ferais une chose pareille ? Parce que vous êtes en colère, poursuivit Thomas. Parce que vous ne supportez pas de voir le patron accorder de l'attention à d'autres personnes, parce que vous voulez redevenir le seul important ici. François se leva lentement. Jacques, regardez-moi dans les yeux, et dites-moi que ce n'est pas vous. Le contremaître se mit à transpirer. Il regarda autour de lui, voyant tous les autres ouvriers qui étaient arrivés pour aider, tous le regardant avec méfiance. Je n'ai pas... Vous n'avez pas quoi? Vous n'avez pas verrouillé les portes? Vous n'avez pas essayé de nous emprisonner dans la maison en flammes? Ce n'était pas pour que quelqu'un soit blessé, explosa Jacques. C'était juste pour faire peur, pour que vous voyiez que vous avez besoin de moi. Le silence qui suivit fut absolu. Jacques réalisa trop tard ce qu'il venait d'avouer. « Vous avez essayé de nous tuer par orgueil, » dit François, d'une voix si froide qu'elle faisait peur. « Vous avez essayé de tuer ma femme, de tuer Thomas, de me tuer moi. Tout ça parce que vous ne supportez pas de ne pas être au centre de l'attention. Ce n'était pas censé prendre feu comme ça. C'était juste un petit feu, contrôlé. Il n'y a pas de feu contrôlé, idiot. Le feu se propage. Et si Thomas ne s'était pas réveillé, s'il n'avait pas brisé cette fenêtre, nous aurions tous péri à l'intérieur. » La réalité de ce qu'il avait fait commença à frapper Jacques. Ses jambes flanchèrent et il tomba à genoux. « Je ne voulais pas. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Quittez ma propriété, dit François. Maintenant. Et si je vous revois dans les parages, je vous livre moi-même aux autorités. Patron, maintenant. » Jacques se releva en chancelant et partit en courant. Tous regardèrent en silence jusqu'à ce qu'il disparaisse sur le chemin. François se tourna vers Thomas. « Merci de nous avoir réveillés. Tu nous as sauvé la vie. »
Thomas hocha simplement la tête, digérant encore tout ce qui s'était passé. Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction, littéralement. François et Sophie s'installèrent temporairement dans la petite maison de ferme près des granges, où logeaient auparavant les ouvriers saisonniers. La nouvelle concernant Jacques se répandit rapidement. Personne ne voulait plus l'embaucher. Il finit par quitter la région, honteux et sans travail. Marcel, quand il apprit tout, resta silencieux un long moment. Puis, il dit quelque chose que François n'attendait pas. « Cet homme est responsable de tout, du licenciement d'Hélène, de la rancune que j'ai gardée contre vous toutes ces années, d'avoir failli vous tuer. Et tout ça par pure fierté et jalousie. Parfois, les pires personnes sont celles qui nous sont le plus proches, » répondit François. « Oui, et parfois on leur fait confiance parce que c'est plus facile que de remettre en question. Ce fut une leçon dure, mais nécessaire. La reconstruction de la maison a pris des mois, mais cette fois ce fut différent. Marcel a aidé à la planification, utilisant son expérience de nombreuses années. Thomas a aidé pour la partie mécanique et électrique, appliquant ce qu'il apprenait dans son cours. Sophie a choisi tous les détails, faisant de la nouvelle maison quelque chose qui représentait vraiment ce qu'ils étaient devenus. Une famille qui avait appris à regarder au-delà des apparences, à remettre en question, à donner leur chance. Pendant la construction, quelque chose a changé entre François et Marcel. Ils ont commencé à parler davantage, à partager des histoires. Marcel racontait comment était la vie avant, les difficultés, Hélène. François écoutait, sans essayer de se défendre ou de justifier. Il écoutait simplement. Et à travers ces conversations, tous deux ont pensé de vieilles blessures. Un jour, Marcel a dit quelque chose qui a profondément marqué François. « Tu sais, Dupont, j'ai passé ma vie entière à blâmer les autres pour mes problèmes. Je t'en voulais, à ta famille, au destin. Mais au final, la seule personne qui m'empêchait d'avancer, c'était moi-même. Qu'est-ce qui a changé? Avoir failli tout perdre. Quand j'étais dans ce lit d'hôpital, à croire que j'allais cesser d'exister, j'ai réalisé que j'allais mourir plein de rancune. Et je me suis demandé, est-ce ainsi que je veux qu'on se souvienne de moi? Comme le vieil homme aigri qui a passé sa vie à haïr. Et tu as décidé de changer. Ce n'était pas vraiment une décision. C'était plutôt comme lâcher un poids. J'ai réalisé que la haine me faisait plus de mal qu'à toi. Alors je l'ai laissé partir. François a repensé à cela pendant des jours. Combien de personnes passaient-elles leur vie entière à porter des fardeaux qu'elles pouvaient simplement lâcher? Combien de familles restaient-elles prisonnières de cycles de colère et de vengeance qui ne menaient à rien? Thomas changeait aussi. L'adolescent maigre et effrayé qui mangeait les restes des cochons s'était transformé en un jeune homme fort et confiant. Il terminait le lycée avec de bonnes notes, excellait dans son cours technique et parlait déjà de faire des études d'ingénieur à l'avenir. « Tu es sûr de vouloir faire ingénieur ?» a demandé François un jour. « Oui, je veux construire des choses qui durent, qui aident les gens. Je veux faire la différence. »« Tu l'as fait déjà, mon garçon. » Thomas a souri. « Vous savez, monsieur François, parfois, je pense à ce qui se serait passé si vous ne m'aviez pas vu ce jour-là dans le poulailler, si vous étiez simplement passé votre chemin. Et qu'en penses-tu? Je pense que je ne serais pas là. Je pense que peut-être même mon grand-père ne serait pas là. Je pense que vous nous avez sauvés de plus de façons que vous ne l'imaginez. Ce n'était pas seulement moi. Tu t'es sauvé toi-même en travaillant dur. Ton grand-père s'est sauvé en lâchant le poids du passé. Je n'ai donné qu'un petit coup de pouce au début. Un coup de pouce important. La maison a été terminée juste pour l'anniversaire de Thomas. Il fêtait ses 15 ans et François et Sophie ont décidé d'organiser une fête pour célébrer. Rien de grand, seulement les personnes importantes. Marcel, quelques voisins, les ouvriers de la ferme qui étaient devenus des amis. Marcel a été invité à prononcer un discours. Le vieil homme s'est levé, appuyé sur sa canne, et a regardé autour de lui toutes ces personnes. « Je ne suis pas un homme à beaucoup parler, » a-t-il commencé. « Mais aujourd'hui, je dois dire quelque chose d'important. » Il a pris un verre d'eau, a bu une gorgée, rassemblant son courage. « Thomas, mon petit-fils, tu es la raison pour laquelle je suis encore ici. Pas seulement parce que tu as travaillé dur pour payer mon opération, mais parce que tu m'as appris à pardonner. Tu m'as appris que cela valait la peine de laisser le passé derrière et de construire un avenir. » Le vieil homme s'est essuyé les yeux, ému. « C'est François, Sophie.
Vous m'avez montré que tout le monde n'est pas comme je l'imaginais, qu'il y a de bonnes personnes dans le monde, des personnes qui se soucient vraiment des autres. Vous m'avez sauvé la vie, vous avez sauvé mon petit-fils, et vous avez même sauvé mon âme de cette colère qui me consumait. Marcel a levé son verre. Alors je bois à vous, je bois à mon petit-fils, qui est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans la vie. Je bois aux Dupont, qui sont devenus la famille dont je n'avais jamais su avoir besoin. Et je bois à l'avenir, qui pour la première fois depuis de nombreuses années, semble brillant. Tous ont trinqué ensemble, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres. La fête s'est poursuivie jusqu'à tard. Il y avait de la musique, de la nourriture, des rires. C'était incroyable à quel point tout avait changé. Des années auparavant, Marcel et François étaient ennemis. Maintenant, ils étaient presque de la famille. Quand la fête prit fin et que tout le monde fut parti, François resta sur la nouvelle véranda, contemplant les étoiles. Sophie vint s'asseoir à ses côtés. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À la façon dont un seul instant peut tout changer. Si je n'étais pas allé vérifier les ports ce jour-là, rien de tout cela ne serait arrivé. »« Tu penses que c'était de la chance ?»« Je ne sais pas, peut-être. Ou peut-être que cela devait être ainsi. Peut-être que j'avais autant besoin de sauver Thomas qu'il avait besoin de moi. » « Comment ça ?»« Je devenais comme mon père, Sophie. Je faisais confiance aux mauvaises personnes, sans poser de questions, sans regarder au-delà de l'évidence. Sans Thomas, je ne m'en serais peut-être jamais rendu compte. Peut-être que Jacques aurait continué à tout contrôler, à faire ses petites méchancetés, et je n'aurais jamais su. » Sophie prit la main de son mari. « Tu n'es pas comme ton père. Tu ne l'as jamais été. Tu avais juste besoin de t'en assurer. » Les mois passèrent. Thomas termina ses études avec les honneurs, le meilleur de sa classe. Il reçut plusieurs offres de bourse pour des universités d'ingénierie. Marcel continua de s'occuper de la plantation qui ne cessait de s'agrandir. Il avait déjà embauché des aides et avait des projets d'expansion. Il envisageait même d'acheter sa propre terre avec l'argent qu'il avait économisé. La dette de l'opération était presque remboursée. Thomas avait travaillé dur, économisant chaque centime. François avait plusieurs fois tenté de pardonner le reste, mais Thomas et Marcel refusaient, tous deux. C'était une question d'honneur. Un jour, Thomas arriva à la ferme avec une enveloppe. « Monsieur François, je peux vous parler un instant ?»« Bien sûr, Thomas. Qu'y a-t-il » Le jeune homme tendit l'enveloppe. « Ceci est le dernier paiement de la dette. C'est fini. Nous sommes quittes. » François prit l'enveloppe en sentant le poids. Ce n'était pas le poids de l'argent, c'était le poids du sens. C'était la fin d'un cycle. « Thomas, tu sais que tu n'avais jamais besoin de payer, n'est-ce pas? Je l'ai fait parce que je voulais aider. Je sais, mais je devais payer. Je devais me prouver que je pouvais accomplir des choses, que je n'ai pas besoin de charité, seulement d'une opportunité. Et tu l'as prouvé, amplement. » Thomas sourit. « Vous savez, monsieur François, je me souviens du jour où vous m'avez trouvé en train de manger dans le porcherie. Je me souvenais avoir pensé que c'était ma place, que c'était tout ce que je méritais, que je ne serais jamais plus qu'un garçon affamé se battant avec des porcs pour de la nourriture. Et maintenant, je sais que je peux être ce que je veux. Je peux être ingénieur. Je peux construire des choses. Je peux faire la différence dans le monde. Tout cela parce que quelqu'un a vu au-delà du garçon sale dans le porcherie et a vu une possibilité. » François sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu as toujours eu cette possibilité en toi, Thomas. Je n'ai fait que l'aider à se révéler. Alors merci pour cela. Pour tout. » Ils s'embrassèrent. C'était une étreinte de père et de fils, même sans lien de sang. C'était une étreinte qui en disait plus que des mots ne pourraient à jamais le faire. Ce soir-là, François et Sophie parlèrent de tout ce qui s'était passé. « Tu as remarqué, dit Sophie, que nous avons sauvé bien plus qu'un garçon. Nous avons sauvé toute une famille. Nous avons sauvé une histoire. Et nous avons beaucoup appris dans le processus, ajouta François. J'ai appris à remettre en question, à ne pas faire aveuglément confiance, à regarder au-delà des apparences. Et moi, j'ai appris que parfois cela vaut la peine de prendre des risques, que parfois la bonne chose à faire n'est pas la plus sûre. » Ils restèrent un moment en silence, profitant simplement de la présence l'un de l'autre. « François, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Est-ce que tu regrettes quelque chose ? De tout ce que nous avons vécu, tous les problèmes que tu as eus ?» François réfléchit longuement avant de répondre. « Non.
Pas du tout. Cela a valu chaque seconde, chaque difficulté, chaque nuit sans sommeil. Parce qu'au final, nous avons gagné une famille. Nous avons gagné Marcel, nous avons gagné Thomas. Et cela n'a pas de prix. Les années passèrent. Thomas entra à l'université d'ingénierie dans une ville plus grande. Je le visitais dès que possible, apportant des livres, racontant mes cours, partageant mes rêves. Marcel continua à travailler dans la plantation jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, non par maladie, mais à cause de l'âge. Finalement, il passa le commandement à des travailleurs plus jeunes et devint plutôt un consultant, quelqu'un qui donnait des conseils basés sur des décennies d'expérience. La ferme prospéra. La coopérative que Sophie avait aidé à créer s'agrandit, impliquant des dizaines de petits producteurs. Elle devint une référence dans la région comme modèle de production durable et équitable. Et François, il continua à faire ce qu'il avait toujours fait, travailler dur, mais maintenant les yeux bien ouverts. Il ne fit plus jamais aveuglément confiance. Il questionna toujours, enquêta toujours, mais il n'arrêta pas non plus de donner leur chance aux personnes dans le besoin. Ce fut un jour ordinaire, des années après cette rencontre fatidique dans le porcherie, que quelque chose de spécial arriva. Thomas, désormais diplômé en ingénierie et travaillant dans une grande entreprise, revint en visite. Mais il ne vint pas seul. Il amena une jeune femme avec lui. « Monsieur François, Madame Sophie, voici Amélie, ma fiancée. » La nouvelle fut accueillie avec joie. Sophie les serra tous les deux dans ses bras, pleurant de bonheur. François serra la main d'Amélie et l'embrassa également. « Bienvenue dans la famille, dit-il. Marcel était là aussi, maintenant aux cheveux complètement blancs, plus voûté par le poids des années, mais les yeux brillants de joie. « Papy, on va se marier dans 6 mois, annonça Thomas. Et je voulais vous demander quelque chose. Je voudrais que vous et monsieur François m'accompagniez jusqu'à l'hôtel, tous les deux ensemble. » Le vieil homme et le fermier échangèrent un regard. Des décennies d'histoire étaient dans ce regard, des décennies de colère transformées en respect, d'orgueil devenu humilité, de séparation changée en union. « Ce serait un honneur, » déclara Marcel. « Le plus grand des honneurs, » ajouta François. Le mariage fut magnifique, simple mais plein de sens. Il eut lieu à la ferme même, au milieu de la plantation que Marcel avait soignée tant d'années. Les plantes vertes et vigoureuses servèrent de décor naturel. Quand vint le moment, Marcel et François, chacun d'un côté, accompagnèrent Thomas jusqu'à l'endroit où Amélie l'attendait. C'était une image puissante, le vieil homme qui avait appris à pardonner, l'homme qui avait appris à remettre en question et le jeune homme qui avait appris à persévérer. 3 générations, 3 histoires, toutes entrelacées. À la fête après la cérémonie, Marcel demanda à prendre la parole. « Quand j'étais jeune, » commença-t-il, d'une voix tremblante mais ferme, « quelqu'un m'a dit que le passé définit qui nous sommes. J'ai passé ma vie entière à croire cela, à penser que parce que j'étais né pauvre, parce que j'avais perdu des terres, parce que j'avais souffert, j'étais condamné à toujours souffrir. » Il regarda Thomas qui tenait la main d'Amélie. « Mais mon petit-fils m'a appris le contraire. Il m'a montré que le passé nous informe sur qui nous sommes, mais ne nous définit pas, que nous pouvons choisir qui nous voulons être, peu importe d'où nous venons. » Marcel se tourna vers François. « Et toi, Dupont, tu m'as appris que tout n'est pas noir ou blanc, que les gens peuvent faire des erreurs et quand même être bons, que les 2e chances existent et les 3e aussi, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Le vieil homme leva son verre. « Alors je porte un toast aux jeunes mariés. Puisse votre avenir être rempli de lumière. Et n'oubliez jamais, peu importe à quel point le début est sombre, il y a toujours une chance pour une belle fin. » Tous trinquèrent, émus. La fête continua jusqu'à tard dans la nuit. Il y avait de la musique, de la danse, de la nourriture en abondance. C'était incroyable à quel point tout avait changé depuis ce jour dans le porcherie. François était assis à une table, observant tout, quand Thomas s'approcha. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. « Bien sûr, c'est ta fête. » Thomas s'assit et resta silencieux un moment, regardant simplement les gens rire et danser. « Vous savez, monsieur François, je réfléchissais. Si je devais choisir un moment qui a complètement changé ma vie, ce serait ce jour dans le porcherie. Quand vous m'avez vu, non, quand j'ai décidé d'y aller. J'étais mort de honte, je savais que c'était mal. Mais j'étais si désespéré, si affamé, que je n'avais pas le choix. » Thomas regarda ses propres mains. «
Et puis vous êtes apparu. Vous auriez pu me chasser. Vous auriez pu m'humilier. Vous auriez pu faire semblant de ne pas voir. Mais vous avez choisi de faire autrement. Vous avez choisi de me suivre, de comprendre, d'aider. Toute personne décente aurait fait la même chose. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens traversent des situations comme celle-ci tous les jours et choisissent de regarder ailleurs. C'est plus facile, plus confortable. Mais vous avez choisi de vous déranger. Vous avez choisi de faire de mon problème le vôtre aussi. François resta sans voix un instant. Thomas, c'est moi qui dois te remercier. Tu m'as appris plus que tu ne l'imagines. Tu m'as appris à remettre en question, à ne pas accepter les choses comme elles sont, simplement parce qu'elles ont toujours été ainsi. Tu m'as appris que cela valait la peine de se battre pour les gens. Alors nous avons été bons l'un pour l'autre. Thomas sourit. Les meilleurs. Amélie vint chercher Thomas pour la danse. Il y alla, mais s'arrêta auparavant et regarda François une fois de plus. Merci beaucoup, pour tout, de m'avoir vu quand j'étais invisible, d'avoir cru quand personne ne croyait, de m'avoir donné non seulement de la nourriture, mais de la dignité. Thomas, tu as toujours eu de la dignité. Je t'ai seulement aidé à le reconnaître. Le jeune homme fit un signe de tête et alla danser avec son épouse. François resta là, ressentant une vague d'émotion. Il avait fait ce qu'il fallait. Cela n'avait pas été facile, cela n'avait pas été simple, mais cela avait fait la différence. Sophie vint s'asseoir à ses côtés. À quoi penses-tu? À combien la vie est intéressante? Comment une petite décision peut changer le cours de tout? Es-tu heureux des choix que tu as faits? Plus qu'heureux, je suis en paix. Et c'était vrai. François était en paix. Il n'avait plus la lourde culpabilité du passé. Il n'avait plus de doute sur le fait d'avoir fait assez. Il avait fait plus que cela, il avait changé des vies. Les années continuèrent à passer. Thomas et Amélie eurent des enfants, 2 belles filles, qui remplissaient la ferme de rire chaque fois qu'elles venaient visiter. Marcel devint arrière-grand-père, un titre qu'il portait avec une immense fierté. La ferme changea avec le temps aussi. Ce qui n'était autrefois que de la production agricole devint quelque chose de plus grand. Cela devint un centre de formation pour les jeunes agriculteurs. Cela devint un exemple de comment faire les choses de manière juste et durable. Thomas, avec ses connaissances en ingénierie, aida à développer des systèmes d'irrigation plus efficaces. Il apporta de la technologie à la ferme, mais en respectant toujours le savoir traditionnel que Marcel portait. Ce fut une belle fusion entre l'ancien et le nouveau, entre sagesse et innovation. François commença à donner des conférences dans d'autres fermes, partageant son expérience. Il parlait de l'importance de regarder au-delà des apparences, de donner des opportunités, de remettre en question le statu quo. Beaucoup de fermiers l'écoutèrent et décidèrent de changer aussi. Ils commencèrent à traiter mieux leurs travailleurs, à créer des partenariats au lieu de simplement embaucher de la main-d'œuvre bon marché, à investir dans les gens. Toute la région commença à prospérer. Ce n'était plus un endroit où les riches exploitaient les pauvres. C'était une communauté où tous travaillaient ensemble, où tous avaient une voix, où tous avaient une chance. Et tout cela a commencé avec un garçon mangeant dans l'auge à cochon et un homme qui a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Ce fut un dimanche après-midi, de nombreuses années plus tard, que Marcel demanda à parler à François. Le vieil homme était très affaibli maintenant, sortant rarement du lit. Tout le monde savait que son temps touchait à sa fin. François lui rendit visite, apportant des fleurs fraîches de la ferme. « Comment vous sentez-vous, monsieur Marcel ?»« Fatigué. »« Mais heureux, » répondit le vieil homme d'une voix faible. « Très heureux. »« Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Thomas? Amélie ?»« Non, je voulais d'abord te parler seul à seul. » François s'assit sur la chaise à côté du lit. « Je vous écoute. » Marcel respira profondément, rassemblant ses forces pour parler. « Je vais bientôt partir. Je le sens. Et avant de partir, je dois te dire certaines choses. Vous n'avez pas besoin... Si, j'en ai besoin. Laisse le vieux parler. » Marcel sourit faiblement. « Tu as sauvé plus que ma vie, Dupont. Tu as sauvé mon âme. J'ai passé des décennies à porter de la haine aigrie, à me détruire moi-même et tous ceux qui m'entouraient. Et toi, avec ton entêtement, avec ta bonté agaçante, tu as changé cela. Je n'ai fait que ce qui était juste. Non, tu as fait bien plus. Tu m'as montré que les erreurs peuvent être réparées, que les familles peuvent guérir, que l'amour peut vaincre la haine. » Le vieil homme a pris la main de François avec sa main faible et tremblante.
Et maintenant je vais partir en sachant que j'ai laissé mon petit-fils entre de bonnes mains, en sachant qu'il a un avenir brillant, en sachant que notre histoire, qui était faite de haine et de douleur, se termine par l'amour et l'espoir. Monsieur Marcel, promets-moi une chose. Continue de prendre soin de mon Thomas. Pas comme je le faisais, plein d'amertume et de peur, mais comme toi tu le fais, plein d'espoir et de confiance. Je te le promets. Et promets-moi autre chose. Raconte notre histoire. Dis aux gens qu'il est possible de changer, qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner, pour recommencer, pour choisir l'amour au lieu de la haine. Je la raconterai, promis. Marcel a fermé les yeux, un doux sourire aux lèvres. François est resté là, tenant sa main, jusqu'à ce que Thomas arrive. Le vieil homme a quitté ce monde quelques jours plus tard, entouré de sa famille. Il est parti en paix, sans douleur, sans amertume. Il est parti heureux. Les funérailles ont été simples, comme Marcel l'aurait souhaité, mais il y avait beaucoup de monde. Des gens de toute la région sont venus lui rendre hommage. Chacun avait une histoire à raconter sur le vieil homme, sur la façon dont il avait aidé, enseigné, inspiré. François a prononcé le discours principal. Marcel Martin a été beaucoup de choses, a-t-il commencé. Il a été père, grand-père, agriculteur, ami, mais surtout, il a été un exemple qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il a passé la plus grande partie de sa vie à nourrir des rancunes, mais dans ces dernières années, il a choisi le pardon. Et dans ce choix, il a trouvé plus de bonheur que dans toutes les décennies précédentes. François a regardé Thomas, qui pleurait silencieusement. Marcel m'a appris que nous portons tous nos fardeaux, mais que nous n'avons pas à les porter seuls, qu'il est possible de déposer ce poids et d'avancer, qu'il est possible de choisir la lumière au lieu des ténèbres. Il a fait une pause émue, et il m'a appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est un choix, c'est la présence, c'est l'amour. Marcel a choisi de me pardonner, il a choisi de m'accepter. Et dans ce choix, nous avons créé une famille qui transcende toute rancune du passé. Les funérailles ont pris fin, mais l'histoire de Marcel a continué à vivre. Elle a continué à vivre en Thomas, qui a élevé ses filles avec les mêmes valeurs que son grand-père avait finalement adoptées. Elle a continué à vivre à la ferme, qui prospérait comme un monument au pouvoir du pardon. Elle a continué à vivre en chaque personne qui a entendu l'histoire et a décidé de faire différemment. François a continué à travailler à la ferme jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Non par choix, mais parce que son corps a commencé à ne plus obéir comme avant. Sophie aussi avait vieilli, était devenue plus fragile. Thomas, qui vivait maintenant en ville à cause de son travail, a commencé à venir plus souvent. Il amenait ses filles qui adoraient la ferme. Elles couraient dans les champs, aidaient aux plantations, à leur manière, apprenaient comment les choses poussent. C'était un cycle qui se complétait. Tout comme Thomas avait appris avec Marcel, ses filles apprenaient maintenant avec François. Elles apprenaient le travail acharné, l'honnêteté, donner des chances à ceux qui en ont besoin. Un jour, la fille aînée de Thomas, une fillette éveillée de 8 ans, a demandé « Papy François, c'est vrai que tu as connu papa quand il mangeait dans la porcherie avec les cochons ?» La question a pris François par surprise. Il a regardé Thomas qui a simplement souri. « C'est vrai ?» a répondu François. « Mais ce n'était pas de sa faute. Ton père traversait un moment très difficile. »« Et vous l'avez aidé ?»« J'ai essayé. Mais celui qui s'est vraiment sauvé, c'est ton père. En travaillant dur, en étudiant, en n'abandonnant jamais. » La fillette a réfléchi un instant. « Je crois que c'est les deux. Vous avez aidé, et papa n'a pas gaspillé cette aide. » François a souri. Cet enfant était sage au-delà de son âge. « Tu as raison, c'est nous deux qui avons travaillé ensemble. Alors quand je serai grande, je ferai pareil. J'aiderai les gens et j'espérerai qu'ils ne gaspillent pas. Et ainsi, tu rendras le monde meilleur. » La petite fille sourit et partit en courant après sa sœur. François resta là, à réfléchir à la façon dont l'histoire continue. Comment les valeurs se transmettent, de génération en génération. Comment un seul acte de bonté peut créer des vagues qui se propagent pendant des décennies. Sophie vint s'asseoir à côté de lui. « Tu as déjà remarqué que nous avons changé le monde ?» demanda-t-elle. « Nous n'avons pas changé le monde, nous avons changé notre petit coin, ce qui est déjà quelque chose. C'est plus que quelque chose, c'est tout. » François prit la main de son épouse. Ils restèrent là, en silence, à observer les petites filles de Thomas jouer au même endroit où, des années auparavant,
un garçon désespéré mangeait des restes de nourriture. La différence était frappante. Là où il y avait autrefois du désespoir, il y avait maintenant de la joie. Là où il y avait autrefois de la faim, il y avait maintenant de l'abondance. Là où il y avait autrefois de la haine, il y avait maintenant de l'amour. Et tout cela parce qu'un homme avait décidé de ne pas tourner le dos. Il avait décidé de se soucier. Il avait décidé de faire quelque chose. Les dernières années de François furent paisibles. Il vécut assez longtemps pour voir les petites filles de Thomas grandir, pour voir la ferme prospérer encore plus, pour voir la communauté qu'ils avaient construite ensemble s'épanouir. Quand son heure de partir arriva enfin, il était en paix. Il n'avait aucun regret. Il avait fait ce qu'il pouvait, du mieux qu'il savait. Il avait changé des vies et avait été changé, lui aussi. Thomas était à ses côtés lorsqu'il ferma les yeux pour la dernière fois. « Merci », murmura le jeune homme, « pour tout, de m'avoir vu, de t'être soucié, d'avoir tout changé. » Et puis François partit, un sourire aux lèvres, sachant qu'il avait vécu une vie qui en valait la peine. Son héritage continua. La ferme continua d'être un exemple de comment faire les choses de manière juste. La coopérative continua de croître. Les histoires continuèrent d'être racontées. Thomas prit finalement sa retraite de l'entreprise où il travaillait et revint s'occuper de la ferme à plein temps. Il ramena ses filles, qui étaient déjà adultes et avaient leurs propres idées sur comment améliorer les choses. L'aînée, la petite fille, qui avait posé cette question des années auparavant, devint agronome. Elle utilisa ses connaissances pour rendre la ferme encore plus durable, plus efficace, plus juste. La cadette devint enseignante. Elle créa des programmes éducatifs à la ferme, enseignant aux enfants de la région l'agriculture, la nature, l'importance de prendre soin de la terre et des gens. L'histoire de Thomas et François devint une légende dans la région. Elle devint le genre d'histoire que les parents racontent à leurs enfants, que les enseignants utilisent en classe, qui inspire les gens à faire différemment. Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas une histoire sur un garçon affamé et un fermier riche. C'était une histoire sur l'humanité, sur le choix de voir les personnes au-delà de leurs circonstances, sur donner des chances, sur ne pas abandonner même quand c'est difficile. C'était une histoire sur la transformation. Pas seulement celle de Thomas, qui est passé d'un garçon désespéré à un ingénieur accompli. Pas seulement celle de Marcel, qui est passé d'un vieil homme aigri à un grand-père en paix, mais aussi celle de François, qui a appris à remettre en question, à se soucier vraiment, à faire la différence. Et cette histoire continue. Elle continue en chaque personne qui l'entend et décide de faire différemment. Elle continue en chaque fermier qui traite ses travailleurs avec dignité. Elle continue en chaque enfant qui apprend que ça vaut la peine d'aider les autres. Parce que des histoires comme celle-ci ne se terminent pas avec la vie des personnes qui les ont vécues. Elles continuent, transmises, inspirant de nouvelles histoires, créant de nouvelles transformations. Et peut-être que, des années plus tard, quelqu'un traversera une situation difficile et se souviendra de l'histoire du garçon dans le poulailler et du fermier qui a décidé de faire quelque chose, et décidera de faire différemment aussi. Et ainsi, le cycle continue, de génération en génération, de cœur en cœur, une histoire à la fois. Fin de l'histoire. Et vous, cher auditeur, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous été touché par la transformation de Thomas et Marcel, par le changement de François? Racontez dans les commentaires d'où vous nous regardez et si vous avez déjà vécu ou connaissez une histoire similaire de dépassement et de pardon. Votre avis est très important pour nous. N'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici.